Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien trop intéressant, vous allez voir. C'est le style de sujet où on entend beaucoup Oh, je comprends rien, mais ça veut dire quoi, blockchain ? Mais comment on peut acheter de l'argent qui n'existe pas ? Vous voyez où je veux en venir ? On va parler du Bitcoin, évidemment. Et pour ça, Raph est là, comme chaque fois. Salut Raph. Comment ça va, Gab? Bah écoute, ça va super. Écoute, je suis trop ravi d'être là. Alors voilà, chers amis, chers auditeurs, que vous soyez en voiture, à la maison ou même en balade, préparez-vous à apprendre plein de choses grâce à notre invité qui est à l'origine de la superbe application Bitstack. Est-ce que c'est cette appli qui va tous nous rendre riches ? On en parle juste après le jingle. 1, 2, 1, 2, Gab, tu me reçois? Ouais, bien reçu, tout est OP. Salut à tous, je m'appelle Et Raphaël. moi, c'est Gab. Le mic est on, le son est bon, vous êtes prêts à découvrir des esprits créatifs et audacieux de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, on vous fait découvrir des entrepreneurs inspirants, partageant avec vous leurs histoires fascinantes, leurs triomphes et leurs défis. Vous allez voir comment ils ont surmonté les épreuves, les leçons qu'ils ont apprises et tous les secrets de leur succès. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré, car la voie de l'entrepreneur commence maintenant. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe où vous en êtes dans votre propre aventure entrepreneuriale, chaque épisode est une source d'inspiration pour vous guider dans votre futur. Bon bah Raph, je crois qu'on peut y aller. Allez, c'est parti. C'est parti, et notre invité c'est Alexandre Roubaud. Salut Alexandre, bienvenue sur La Voix de l'entrepreneur. Merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation pour ce 5e épisode. Donc voilà, donc tu es passé par le Canada, on va parler de Bitstack, on va parler du Bitcoin, on va parler d'un peu tout ça. Voilà, très heureux de t'avoir sur notre podcast. Voilà, moi juste pour dire un peu à nos auditeurs, moi je t'ai découvert justement à travers un podcast. Voilà, j'ai tellement kiffé l'app que je l'ai directement téléchargé. En la téléchargeant, je me suis dit, faut qu'on fasse tout pour l'avoir sur notre podcast. Donc voilà, donc voilà, très très heureux de t'avoir et de pouvoir en discuter vraiment à vive voix. Donc voilà, Merci à vous pour l'invitation. avec grand plaisir, avec grand on est plaisir. très content que tu sois là, vraiment. Donc voilà, vous avez bien compris, on va parler de Bitstack, de Bitcoin, de blockchain. Voilà, on sait aussi Alexandre que que t'en parles beaucoup, que tu communiques énormément avec ton podcast. Voilà. Donc pour tout d'abord, Alexandre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, absolument. Donc, je suis Alexandre Roubaud, je suis aujourd'hui cofondateur et CEO de Bitstack. Mais pour revenir un peu plus sur mon parcours, je suis français à la base. Mon cofondateur, lui, est de nationalité indienne. On s'est tous les deux rencontrés. Donc, moi, j'ai grandi en France. Lui, il a grandi un peu partout dans différents pays, partout un peu dans le monde. Et on s'est croisés, nos chemins se sont croisés quand tous les deux, on est partis étudier au Canada, puisqu'on a tous les deux fait l'université de McGill à Montréal. Moi en école de commerce et lui en école d'ingé. Et en fait, on partageait tous les deux je ne sais pas si on peut appeler ça une passion, mais en tout cas un intérêt fort pour le Bitcoin. Donc là, on parle de 2016 à peu près pour moi, 2016-2017, à tel point qu'on y passait beaucoup de temps à titre personnel. Donc moi, j'avais déjà décidé de réconcilier l'entrepreneuriat et le Bitcoin. Donc j'avais monté une première startup qui était incubée et financée par l'accélérateur de McGill. Et mon associé donc Kabir, mon maintenant associé Kabir, à l'époque lui avait fondé la première association étudiante blockchain à McGill, qui était devenue la plus grande association étudiante universitaire au Canada sur le sujet. Et donc il organisait des événements sur le campus. Moi j'avais une startup sur le sujet, donc évidemment on se retrouvait sur les mêmes centres d'intérêt et sur les mêmes événements. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On pourra développer un peu plus après, mais grosso modo on a chacun fait carrière de notre côté. Et moi pour une fintech canadienne, lui pour Bombardier et ensuite pour d'autres boîtes. Et on a décidé à un moment donné clé, on en parlera peut-être après, mais il y a eu plein de facteurs qui sont alignés, qui ont fait que c'était le bon moment de se lancer. Et moi je suis rentré en France, lui est toujours au Canada pour la petite anecdote. Okay. Mais moi je suis rentré en France à Paris pour monter Bitstack, et 18 mois, 3 ans plus tard, j'ai envie de dire presque maintenant, parce que on a monté la boîte début 2021. 3 ans plus tard, on est là. Il n'est pas du tout avec vous à Paris, du coup, ton associé. Non, effectivement, il n'est pas avec nous. Alors bien qu'il vienne très souvent sur place, puisque voilà, il y a toujours un intérêt à ce qu'il soit là. Et nous, de manière globale, dans la boîte, on fait ce qu'on appelle des off-site. Donc on réunit toute la boîte une fois par trimestre, sachant qu'on a un modèle hybride où en fait on a pas mal de collaborateurs qui sont aussi full remote du coup. Donc on va dire que mon associé, mon cofondateur Kabir, lui a reflète un peu cette culture du remote à 100%, et moi je reflète cette culture du présentiel, et donc à nous deux on a un beau modèle hybride qui fonctionne bien pour nous. Super. Ok Alexandre, juste avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, on a une question qu'on aime poser à nos invités avant de rentrer sur ta vie, sur ton parcours.
pour toi, c'est quoi la définition de l'entrepreneuriat et ça veut dire quoi avoir une mentalité d'entrepreneur selon toi? C'est une bonne question. Euh, pour moi, l'entrepreneuriat, ça vient du mot entreprendre, qui pour moi en fait, j'ai envie de donner un synonyme, c'est pas un synonyme, mais pour moi, un mot qui est associé de manière forte à l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque. Euh, pour moi, entreprendre, c'est prendre un risque pour atteindre un résultat, enfin, pour essayer d'avoir un résultat attendu, qui a un impact positif généralement sur la société, donc sur ses clients et sur plein d'autres choses. Donc pour moi, entreprendre, c'est prendre des risques pour améliorer la société et apporter quelque chose de nouveau et d'innovant. Euh, et tu m'as dit entreprendre et la deuxième Et partie, avoir une mentalité entrepreneuriat, Ouais, d'entrepreneur, ouais. mentalité. mentalité d'entrepreneur. Écoute, un entrepreneur, c'est une question que je me suis beaucoup posée. D'ailleurs, il y a beaucoup de littérature sur est-ce qu'il y a un modèle type de l'entrepreneur. Au début, je pensais qu'il y avait l'entrepreneur où on parle soit entrepreneur, leadership. Est-ce qu'il y a un modèle type? Finalement, je pense pas. Au début, je pensais que oui. Je pense que quand on regarde beaucoup d'entrepreneurs, en fait, tout le monde est différent. Après, est-ce qu'on partage des traits communs? Je pense que oui. Je pense que les entrepreneurs, c'est des gens qui ont un peu différents traits de caractère assez précis, mais notamment certainement un petit peu d'ego, puisqu'ils ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Je pense que tous les entrepreneurs a ce trait de caractère et c'est ce qui nous motive à se dire qu'on peut accomplir quelque chose. Parce que souvent, la tâche qu'on entreprend, elle est bien plus difficile que ce qu'on pense au début. Mm. Et si on n'avait pas un peu d'ego, je pense qu'on n'y arriverait pas. Donc, il y a ça. Il y a peut-être un peu de naïveté aussi sur le fait que en même temps, on pense pouvoir le faire, mais on se rend souvent compte au bout du chemin, enfin au milieu du chemin, que c'était bien plus difficile que ce qu'on pensait. Mais on a déjà commencé, donc on peut Ça plus sent s'arrêter. l'expérience. C'est vrai, exactement. Non, mais en fait, figurez-vous c'est une réponse que j'ai souvent eue, c'est que tout le monde me dit que s'ils avaient su à quel point c'est difficile quand ils avaient commencé, ils auraient peut-être pas commencé. Et si je dis pas de bêtises, c'est même le CEO d'NVIDIA, son nom m'échappe là maintenant, mais qui a dit ça, qui a dit écoutez, à l'époque, si j'avais su le chemin que j'allais parcourir, je l'aurais peut-être pas fait. Et moi, même si mon chemin n'est pas encore n'est pas terminé et qu'on est certainement plus vers le début que vers la fin, malgré tout ce qu'on a accompli, je le vois, je le ressens à un certain niveau. Donc, il y a un peu ces caractéristiques-là. Et après, il y a différentes motivations pour différents entrepreneurs. Il y en a, ça peut être l'argent, ça peut être un projet purement capitalistique, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais après, il y a d'autres types de motivations, celle de vouloir avoir un impact sur des millions, voire des milliards de personnes. Mm. Et je trouve que sur des projets consumer comme le nôtre, c'est souvent, enfin en tout cas c'est mon cas, c'est cette satisfaction de développer un produit qui est utilisé dans la main un peu des particuliers au quotidien et qui leur apporte quelque chose encore une fois, plus ou moins petit ou grand, et de pouvoir s'imaginer un monde où des millions de personnes en bénéficient ou même voire des milliards. Donc pour nous, c'est ça la motivation et je pense un peu les traits de caractère des entrepreneurs. Ouais, on en parlera juste après, vous allez voir, parce que c'est vrai qu'on parle de mots qui peut-être font un petit peu peur, blockchain, Bitcoin, etc. Mais vous allez voir la force de Bitstack, de l'application d'Alexandre et de son équipe et de son associé, c'est que c'est hyper intuitif, hyper facile d'utilisation et que ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les publics. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. De toute façon, on vous met évidemment tous les liens dans la description. Il va nous en parler, nous raconter d'où ça vient, pourquoi il l'a fait et comment c'est devenu aujourd'hui le leader dans l'industrie, en tout cas du Bitcoin. Il va nous raconter tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous rassurer, vous dire, Bitstack, c'est une application facile à utiliser. N'ayez pas peur des mots qu'on utilise. On vous expliquera tout. On est là pour ça. Pour assurer, je peux dire plus, parce que c'était notre démarche de démocratisation chez Bitstack, mais en tout cas, juste pour lâcher un petit chiffre, plus de 50% de nos utilisateurs sont des primo-investisseurs. C'est-à-dire qu'ils achètent de la crypto-monnaie ou qu'ils investissent dans la crypto-monnaie ou dans le Bitcoin, en l'occurrence chez nous, pour la première fois. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'être connaisseur pour se lancer. Voilà, ça veut C'est tout ça. dire. C'est ça. Bon, on développera tout ça par la suite, mais voilà. Avant tout, donc comme tu nous as dit, donc t'es parti, donc t'as décidé de quitter la France pour aller étudier au Canada à McGill. C'était quoi l'année? Tu nous as dit 2016, c'est ça? Alors ça, Non, c'était c'était milieu de avant. mes études. Moi, j'ai démarré mon bachelor en 2014, du coup. En 2014. Alors, dis-nous, c'était quoi en fait ta motivation? Pourquoi est-ce que tu as voulu quitter la France? J'imagine que des écoles de commerce en France, il y en a quand même C'est énormément, on parce les qu'il connaît manque. tous. Ouais, c'est vraiment parce qu'il manque. Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir au Canada? En fait, j'ai eu la chance que mes parents m'ont toujours mis dans une école internationale dès le primaire.
Donc j'ai toujours un peu baigné dans cet environnement un peu bilingue, international, où finalement les cours étaient très tôt pour moi en anglais, en tout cas une partie. Et donc dans cette orientation-là, la continuité pour moi, avant déjà de se pencher sur la question de où j'allais aller pour étudier post-bac, j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un bac international. Donc, j'ai pas fait un bac français classique. J'ai fait ce qu'on appelle un International Baccalaureate, donc IB, donc un bac international, avec cette perspective de justement aller étudier à l'étranger. Donc, j'ai fait ce programme-là qui était du coup, enfin, ce bac qui est sur 2 ans, première terminale, équivalent de première terminale, et qui était tout en anglais pour moi. Et du coup, je me suis posé la question. Donc, je savais en fait, peut-être sans vraiment savoir les raisons, ou alors juste parce que je me disais que c'était cool d'aller voir ailleurs. Mais en tout cas, je savais que je voulais pas rester en France et que je voulais aller à l'étranger. Mais pas forcément le Surtout que Canada. là, Tu savais pas encore que tu voulais partir au voilà, Canada. exactement. Ok. Ouais. Et pour toucher deux mots sur la France, enfin en tout cas la raison à l'époque, est-ce que c'est ce que je conseille, je ne sais pas, mais en tout cas à l'époque c'était, je m'imaginais très bien ce cursus un peu traditionnel, prépa, et Ouais, les ensuite grandes grande école écoles, ouais. voilà les grandes écoles, et c'était pas quelque chose qui me parlait parce que bien que j'étais pas mauvais à l'école, je me voyais pas être un gros bosseur académique. Et passer des heures et autres. C'est ce que je fais aujourd'hui avec ma boîte, donc encore une fois pour dire que c'est pas forcément corrélé, mais en tout cas sur la partie études, je m'y voyais pas. Donc je me suis dit, je vais partir à l'étranger. Le système à l'américaine me convient bien mieux. Et du coup, je me suis penché. Il y avait l'Angleterre qui était une option, mais pareil, je trouvais que c'était un modèle encore différent. Et c'était beaucoup plus tourné sur l'Amérique du Nord. Et alors, entre les US et le Canada, pourquoi le Canada et pourquoi spécifiquement Montréal avec McGill? Parce que les écoles nord-américaines sont très très chères. Les frais de rien que les frais de scolarité, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, pour ceux qui sont aux US, ils le savent. Quand on est un étudiant international, on paye, enfin même, ça dépend des écoles, mais ça peut aller jusqu'à 50 000 euros par an, juste de frais de scolarité. Je peux témoigner Donc, également. voilà. Du coup, je me suis dit, bon, c'est une option, on peut toujours faire des prêts et autres. C'était pas non plus, c'était pas un non catégorique pour moi, mais McGill a noté, pour la petite anecdote, du coup, que quand on est français avec le Québec, comme la France et le Québec ont beaucoup d'accords, en tant que Français, on bénéficiait de certains avantages, et notamment du fait qu'on payait des frais de scolarité qui équivalaient les frais de scolarité des locaux, donc des Québécois. D'accord. Qui est en fait même moins cher que des Canadiens hors Québec, hein, pour info. Donc c'est vrai Wow. qu'il y en a qui trouvaient c'est un petit peu injuste. Du coup, on tombait à, pour donner des chiffres, moi il n'y a pas de souci, mais à 2 000 euros de frais de scolarité par an. Ah ouais. Pour McGill, alors que les étrangers. qui est dans le top 3 des voilà. meilleures universités nord-américaines, hein, clairement. Oui, alors après, merci, je pense compliment, mais bon, en tout cas, au Canada, on parle clairement des top 3, ouais. Et c'est une école qui est reconnue à l'international, et donc et ça me permettait de bénéficier d'un cursus à la nord-américaine ou à l'américaine, tout en payant des frais de scolarité qui étaient imbattables. Et donc c'est ce compromis-là, plus Montréal qui est une ville très sympa, francophone, mais aussi avec tu vois, cette exposition internationale. Donc c'est pour ça que je suis parti avec cette perspective d'aller à l'étranger. Ouais, super. Et du coup, pendant tes études, tu décroches un boulot, c'est ça? Enfin, c'est pendant tes études que tu décroches un boulot ou c'est juste après que tu termines? Non, alors je décroche pas de boulot à proprement parler. En fait, bon, je fais classique, hein, comme tous les étudiants. Première année, je finis ma première année, je fais un stage d'été. Deuxième année, je fais un autre stage. Petit à petit, en fait, je commence à comprendre ce qui m'intéressait. Donc, j'ai changé, pour rassurer peut-être les gens qui sont encore étudiants. J'ai pas su en première année ce que je voulais faire. En première année, d'ailleurs, j'étais en spécialisation finance complètement. Alors, c'est relié avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais avec l'optique à l'époque de se dire que j'allais peut-être travailler pour une banque ou une banque d'affaires et autres. En fait, pas du tout. C'était pas ça que je voulais faire. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à passer de plus en plus de temps et à orienter mes cours vers tout ce qui est innovation techno, stratégie, entrepreneuriat. Et du coup, j'ai même fait mes stages par la suite dans des startups. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre ce qui me plaisait. Toujours à Montréal. Okay. Et c'est plutôt vers la fin de mes études, pour ça je parle de 2016, 2017, 2018, où j'ai décidé de lancer ma propre startup en parallèle de mes études. Et donc j'ai monté une boîte avec 2 amis à moi qui étaient aussi un qui était à l'université de McGill en ingénierie et un qui était il y a une école qui est spécifique sur l'intelligence artificielle qui est très connue à Montréal aussi, donc un gars qui faisait son doctorat là-bas, et à tous les trois on a monté une boîte qui développait des solutions d'audit pour auditer des actifs numériques. Alors à l'époque c'était Bitcoin principalement, mais en gros il faut se dire qu'il y avait des gros fonds institutionnels, des gros investisseurs qui voulaient investir dans le Bitcoin et en détenir, donc ils
ils investissaient dans le Bitcoin, ils mettaient ces Bitcoins dans une banque, ce qu'on appelle des dépositaires, donc qui eux sécurisent les Bitcoins, un peu comme des Fidelity ou des gros gestionnaires d'actifs. Et ensuite, il y a des cabinets d'audit ou des cabinets d'assurance, type, ils s'appellent des KPMG, des Aon et autres, Ouais. qui eux devaient auditer pour plusieurs raisons, que les fonds sont bien détenus, qu'il y a bien le bon nombre de Bitcoin, qu'il y a bien la propriété de ces fonds. Donc, on parle de propriété cryptographique, c'est un peu technique, mais c'est juste de dire que voilà, ça marche comme ça. J'ai bien la clé, comme une clé dans un coffre, qui accède à ces Bitcoins-là. Et nous, on développait ces solutions pour ces acteurs-là. Voilà. Donc, pour faire court. Cette boîte, finalement, ça a été un super projet qui était financé par l'université. Donc, ça m'a bien occupé en parallèle de mes études et potentiellement un petit peu post mes études. Mais en fait, j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y avait pas, on se projetait pas, il y avait plein de raisons. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter cette boîte. On l'a fermée et j'ai rejoint une startup à temps plein, post mes études. Donc là, on est en 2018 du coup. Et c'est toujours au Canada ou tu rentres en France? Toujours au Canada. Ok. Moi, à l'époque, la perspective pour moi, c'était de faire carrière en Amérique du Nord, en tout cas au début. Ok. Alors, Ok, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce pour qu'il y a... que tu... Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour que tu rentres en France comme ça à ce moment-là? Donc je passe presque 3 ans, donc je rejoins cette fintech canadienne, donc à Montréal toujours. Encore une fois, vu que là je commence à travailler sur Bitcoin, je savais que l'entrepreneuriat ça me parlait. Je sais que j'oriente ma voie vers ça, donc j'avais quelques critères en main. Un, que je voulais rejoindre une boîte assez early, assez tôt, une jeune startup dans laquelle je pensais que je pouvais avoir un impact important. Pourquoi la fintech? Parce que c'était technologie financière, donc ça touchait à tout ce qui est finance personnelle, tout ce qui est potentiellement des sujets comme Bitcoin, comme l'investissement, l'épargne et autres, donc ça me parlait. Et je rejoins cette boîte pour diriger le développement produit, boîte qui avait déjà levé un peu de fonds, mais qui était encore assez jeune. Et je les accompagne 3 ans sur une deuxième levée de fonds, une troisième levée de fonds, on développe le produit. Il y a plus de 200 000 utilisateurs sur la plateforme. C'est une des boîtes qui a la plus forte croissance au Canada sur ce sujet d'épargne et d'investissement pour les particuliers. Donc là, sur des produits classiques, il faut savoir que les Américains et les Canadiens, ils sont tous investis en bourse pour leur épargne et leur retraite. Et la boîte a été rachetée. Donc là, on parle de fin 2020, début 2021. Il y a un peu, moi, comme j'aime bien dire, différentes étoiles qui s'alignent. Donc la première, c'est que la boîte se fait racheter. Donc il y a un peu un catalyseur qui me fait dire, OK, c'est le bon moment de se poser des questions. Est-ce que je veux continuer dans la boîte qui va être rachetée, qui l'a rachetée? C'est une fenêtre de sortie un peu. Enfin, t'as l'option quoi, à ce moment-là. Exactement. Ou est-ce que je pense à autre chose? Bon, il s'avère qu'en parallèle, je passais encore tout mon temps sur Bitcoin parce que c'était un sujet, je me disais, il y a un truc. Tu sentais le ça va truc venir, quoi. Ça va changer le monde, ça j'en étais convaincu. Je passais déjà énormément de temps à titre personnel. Moi j'étais investi à titre personnel de manière importante. Donc voilà, je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et je me suis dit, il y avait ça, puis j'avais mis un peu de sous de côté, on en parlera après, mais moi il y a eu un petit investissement au début pour lancer la boîte aussi. Donc il y avait plein de facteurs où je me suis dit, ça y est, faut que je pense être prêt. Et il y avait quand même un petit bout de ma tête qui me disait, tiens, si je peux rentrer en France, pourquoi pas, je serai plus proche de ma famille. Et il y a un dernier facteur qui est important à mentionner, parce que c'est important sur le sujet de Bitstack, c'est qu'il y a une loi qui a été votée en France, qui est la loi Pacte. Et la loi Pacte, en fait, c'est une loi qui a introduit plein de différentes sous-lois, on va dire, sur l'encadrement de certains services et produits financiers. Et dans cette loi Pacte qui a été votée en 2019, a été introduit pour la première fois un cadre réglementaire pour les sociétés qui géraient de la crypto, justement. Avant ça, c'était pas un marché régulé. Et donc là, je me suis dit, tiens, j'ai de l'expérience dans comment développer une app mobile, enfin une boîte et une app mobile qui touche l'épargne et l'investissement. Bitcoin, je sais que c'est potentiellement la meilleure solution d'épargne qui existe et c'est un actif innovant qui va prendre sa place sur le marché. Ouais. Il y a une loi qui a été votée pour encadrer les sociétés qui développeraient ce genre de solutions. Du coup, je rentre en France, je vois ça comme une opportunité et on lance Bitstack pour la somme de toutes ces raisons-là. D'accord. Et en quelle année? Donc là, on est donc fin 2020, vraiment dernier jour de 2020, j'annonce mon départ de la boîte et début 2021, je suis en France. Ok. Ah ouais, c'est en plein Covid en fait. Ouais, exactement. C'était un bon moment du coup pour avoir l'idée et se mettre à monter une boîte ou c'était un peu plus compliqué par rapport au Covid, il y avait... Non, par rapport au Covid, il n'y avait aucun impact. Est-ce que c'était le bon moment? Je ne sais pas, le temps nous le dira peut-être avec le recul, mais je pense que c'était le bon moment par rapport à ces facteurs-là. En tout cas, c'était le bon moment pour moi. Et il y avait ces facteurs un peu macro qui étaient déjà que le Bitcoin commençait à se développer / démocratiser. Ouais.
Donc ça devenait sujet de plus en plus courant. Et il y a cette loi qui est passée, qui était quand même importante pour nous, parce que quand on se dit qu'on veut développer une app pour permettre à mes parents, ma famille, mes cousins, monsieur et madame tout le monde de pouvoir investir dans le Bitcoin, si on peut le faire dans un cadre régulé et du coup pouvoir créer une marque de C'est confiance, hyper rassurant, c'est hyper rassurant. bien Et du sûr. coup, on a vu ça comme une opportunité de rentrer, de s'enregistrer auprès du gendarme boursier en France, qui est l'autorité des marchés financiers. Et donc aujourd'hui, on a une société qui est régulée et qui est encadrée par un régulateur. Ok. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans Bitstack et ce que c'est réellement, je sais que c'est un exercice qui est pas hyper facile, mais est-ce que tu pourrais expliquer, voilà, à ceux qui s'y connaissent pas du tout, qu'est-ce qu'un Bitcoin réellement, à quoi ça sert, et puis son intérêt sur le long terme. Pourquoi on investirait dans du Bitcoin? Ok, je sais pas si je peux y répondre de manière courte. Je vais essayer de peut-être faire pas trop long non plus, mais je vais essayer en tout cas garder ça simple. Parce que pourquoi c'est pas si simple, c'est parce que Bitcoin, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Donc, j'aime bien remonter un peu dans le temps pour expliquer c'est quoi Bitcoin. Il faut se dire qu'en fait, quand Internet est né dans les années 80-90, il y a un groupe de personnes qui s'appelait des cypherpunks. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, les cypherpunks, c'est un groupe de cryptographes. Donc, c'est des gens très matheux, très informatiques, qui déjà travaillaient sur plein de sujets autour de la protection des données et de la vie privée des gens sur Internet. En fait, comme il y a eu Internet, on a commencé à se poser des questions sur les données, la vie privée, est-ce qu'on allait perdre un peu nos libertés. Et du coup, sur Internet, quand Internet est né, il y a plein de gens qui ont commencé à se poser des questions sur créer un cache digital anonyme, parce qu'on savait qu'on avait le cache physique. Le cache physique est assez intéressant parce que on peut échanger de manière libre. C'est-à-dire, moi, demain, je te donne un billet, il n'y a personne qui s'y oppose. Et du coup, quand on est passé sur un format où on savait que le monde allait commencer à se digitaliser, bah, on s'est dit, s'il y a un cache en ligne, c'est hyper important parce qu'au moins, on peut avoir cette même liberté-là et protéger un peu nos libertés individuelles. Donc, les cypherpunks sont mis les gens ne savent pas, ils pensent que les crypto-monnaies, c'est très récent. En fait, dès les années 90, ils ont commencé à travailler sur ce sujet-là, ce D'accord. sujet de créer un cache digital anonyme. Et donc là, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais il y a eu 40 ans de recherche et développement, en fait. Au plus, enfin, en tout cas, ça a Sur les commencé crypto-monnaies. sur les crypto-monnaies, avec cette idée de dire on veut créer un cache digital anonyme pour protéger les libertés individuelles des gens sur Internet. C'est pas Elon Musk avec le Et Dogecoin il y a 5 ans, quoi, en gros. voilà, exactement. Et en fait, il y a eu plein de crypto-monnaies. Je peux en citer quelques-unes, mais il y a eu eCash, DigiCash, eGold, Hashcash. En fait, on n'en a jamais entendu parler parce qu'elles ont toutes échoué. Mais Donc, il y a eu plein de tentatives de crypto-monnaies. toutes celles-là, elles sont nées avant le Bitcoin alors. Toutes ces Toutes cryptos. celles-là, elles sont nées avant le Bitcoin, entre les années 90 et 2007-2008, puisque c'est là que le Bitcoin est né. Et donc, en fait, c'est après 40 ans de recherche et développement qu'il y a un des cypherpunks, puisque les cypherpunks, bon, c'était des gens qui étaient anonymes, hein, c'est des gens qui travaillent sur l'anonymat, les libertés, Ouais. tout ça, donc eux-mêmes se protègent. Et il y en a un qui s'appelle Satoshi Nakamoto, évidemment. Donc, c'est le créateur de Bitcoin. On en a peut-être certains d'entre vous qui nous écoutent, ou vous avez déjà dû en entendre parler, qui envoie un email sur le forum des cypherpunks et qui dit bah, j'ai une nouvelle proposition, c'est Bitcoin et je pense avoir résolu le problème. Et en fait, Satoshi, il n'a rien inventé, il a juste repris des pièces du puzzle qui avaient été tentées sur ces différentes crypto-monnaies qui existaient avant Bitcoin. Et il s'avère juste qu'il a réussi à assembler les bonnes pièces du puzzle de la bonne manière. Et du coup, Bitcoin est né. Parce que c'était quoi les problèmes qu'il rencontrait à ce moment-là? Pourquoi ça marchait pas? C'est quoi le problème qu'il a résolu? C'est très compliqué. En gros, ce qu'ils essayaient de résoudre, c'est un peu la partie, ce qu'on appelle théorie des jeux. En gros, c'est aligner les incitations économiques des différents acteurs pour qu'on ait une réelle monnaie décentralisée. Donc, pour qu'il y ait une monnaie décentralisée, il y a des enjeux techniques pour que personne puisse influer sur le réseau, personne puisse tricher entre guillemets. Et en fait, il a résolu ce problème ce qu'ils essayaient tous de résoudre, mais que du coup Satoshi a résolu, c'est le problème de la double dépense. C'est-à-dire du coup que moi, si je t'envoie un Bitcoin, moi je peux pas te renvoyer le même Bitcoin à quelqu'un d'autre. Tu vois, il faut que les comptes soient bons. Ok. Et donc il a résolu ce problème avec toutes ces différents facteurs en main qui étaient voilà, il faut qu'il n'y ait pas de double dépense. Il faut que ça soit une monnaie décentralisée, qu'il n'y ait pas un acteur, qu'il n'y ait pas un intermédiaire de confiance quand j'effectue une transaction, comme c'est le cas sur le système financier traditionnel, etc., etc. Et donc, il a réussi à faire ça. Il a lancé Bitcoin fin 2007 avec ce papier.
c'est un papier scientifique, hein, c'est comme quand vous lisez un papier scientifique sur un autre sujet. Donc il fait un white paper qui explique Bitcoin, comment ça fonctionne, et c'est d'ailleurs pas tout de suite, mais quelques mois plus tard, qui lance lui-même le logiciel de Bitcoin, puisque personne s'y intéressait au début. Et après, de manière organique, petit à petit, les gens ont commencé à adopter Bitcoin. Et donc, la conclusion sur cette première partie, c'est déjà que les gens sachent, je trouve que c'est important, que c'est pas la première crypto-monnaie Bitcoin. Bien sûr. Et j'ai un collègue à moi qui travaille dans l'écosystème aussi, qui d'ailleurs lui dit Bitcoin, c'est pas la première crypto-monnaie, c'est la dernière. Parce qu'il y en a eu plein post-Bitcoin, mais en fait, Bitcoin est la solution, et la crypto-monnaie est celle qui résout réellement le problème et qui a une réelle proportion de valeur, et potentiellement tout le reste qui est venu même après Bitcoin serait beaucoup plus des actifs spéculatifs qui essayent un peu de surfer cette vague de Bitcoin, justement, qui a été une nouvelle monnaie qui a pris de la valeur. Mais en tout cas, le focus, et c'est pour ça que chez Bitstack, on traite que le Bitcoin, c'est parce qu'on pense que Bitcoin, c'est la réelle innovation et la réelle révolution. Et puis je pense En que tout ça cas, simplifie aussi pour beaucoup de gens de se dire on n'est pas perdu avec toutes ces monnaies, etc. exactement. Toutes ces crypto-monnaies qui existent. Il y en a, je sais pas, 150 000. Au moins, on se focus sur une. Et vous savez que c'est la bonne, c'est entre de bonnes mains chez Alexandre C'est Roubaud, en ça. tout cas. Ouais, Donc ça, juste pour revenir, juste pour la décentralisation, ouais. peut-être qu'il y en a qui comprennent pas en fait ce que c'est, en gros, la différence entre un modèle centralisé et décentralisé. Si tu peux nous Ouais. dire quelques mots juste pour que les gens ils comprennent un peu plus la proposition de valeur. Ouais, ça, et après je vais expliquer, parce que là je vous parlais un peu de l'historique Ouais. derrière Ouais, ouais. Bitcoin, ce qui a amené en fait pourquoi Bitcoin est né, parce que c'est vrai que c'est quand même la partie importante, c'est vraiment dans un monde qui va devenir digital, d'avoir un cash digital qui nous permettrait d'avoir toutes les mêmes propriétés qu'un cash physique, d'ailleurs même plus, et on en parlera après parce qu'il y a un aspect d'évaluation de la monnaie, enfin j'en parlerai juste après. Mais donc ça, c'était important de comprendre pourquoi Bitcoin est né et comment Bitcoin est né. Sur la partie, et après je vais expliquer à quoi ça sert, parce que les gens me disent mais ça sert à quoi Bitcoin? Ouais. Donc, mais juste pour répondre à ta question entre les deux, la décentralisation, alors il y a des modèles de décentralisation sur différents sujets, mais en tout cas quand on parle de monnaie décentralisée, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous fais un virement, j'initie le virement, disons que moi je t'envoie un virement RAF, et ben j'initie le virement, la banque valide, la banque a plein d'étapes entre les deux à effectuer, et hop, in fine, ils disent, moi ils me débitent mon compte et toi ils te créditent ton compte. Un modèle décentralisé ou peer-to-peer, ça veut dire deux choses, c'est-à-dire que moi quand je t'envoie de l'argent, il n'y a qu'une seule transaction avec une seule étape de validation. Moi, je prouve que je détiens bien les fonds et que je suis bien le propriétaire des fonds. J'initie la transaction et toi, tu la reçois tout simplement. Et la transaction est terminée. Et la partie décentralisation sur Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes aujourd'hui qui ont le logiciel de Bitcoin sur leur ordinateur et qui leur permettent d'être leur propre banque. En fait, comment ça marche? C'est-à-dire que ce logiciel, il va te permettre de savoir qui a combien de Bitcoin, alors de manière pseudo-anonyme, c'est pas Raph qui habite à telle adresse, à tant de Bitcoin, mais c'est une adresse qui est une suite de chiffres et de lettres qui dit cette adresse-là, elle détient tant de Bitcoin puisque c'est un registre public. Ça, il faut avoir le logiciel de Bitcoin. Et ça te dit qui a combien de Bitcoin, qui en est les propriétaires et comment tu peux les dépenser. Et tout le monde fait ça. Et en fait, en faisant ça, ça permet que personne triche. Parce qu'il y en a un qui triche, tout le monde c'est comme si on C'est avait identifié, tous quoi. un Excel. Voilà, c'est comme si on avait tous un Excel, qui est l'Excel du registre des comptes de Bitcoin, de toutes les transactions qui ont été effectuées à date. Et s'il y en a un qui triche, c'est pas validé puisque tous les autres Excel ne seront pas bons. Enfin, tu vois, on le voit que toi, tu n'avais pas Ouais. plus que X Bitcoin. Et c'est ça la décentralisation, c'est qu'on est tous en mesure de pouvoir tourner ce logiciel et qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. Voilà. Donc ça c'est pour ça. Pour répondre à quoi ça sert Bitcoin, il y a Bitcoin, on parle souvent de Bitcoin le protocole et Bitcoin la monnaie. Et souvent, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est différencié avec un B majuscule et Ouais, un un B minuscule. Donc B majuscule, c'est le protocole, B minuscule, c'est le jeton, la monnaie, quoi, ce que tu achètes. D'ailleurs, ce que les gens investissent. Et donc Bitcoin, c'est révolutionnaire pour deux raisons, parce qu'avant d'être une monnaie, donc justement, c'est un protocole informatique qui permet de faire deux choses de manière complètement nouvelle, c'est d'échanger et de stocker de la valeur sur Internet sans intermédiaire de confiance, justement. Et ça, de manière hyper sécurisée, de manière incensurable, personne ne peut arrêter ta transaction, ça c'est hyper important, et de manière programmable, puisque c'est un logiciel informatique qu'on peut faire évoluer. Et il s'avère que la sécurisation de ce dispositif, donc de ce protocole informatique, inclut l'émission d'un jeton,
justement, d'un actif numérique qu'on appelle le Bitcoin, petit b. Mm. Et ce jeton, il s'avère qu'il est utilisable comme une monnaie, qu'on peut se l'échanger et le stocker. Et, euh, et pourquoi c'est comme une monnaie? C'est parce qu'en fait, ce jeton, il a toutes les caractéristiques d'une monnaie. Donc là, les gens peuvent aller checker qu'est-ce qui définit une monnaie. En fait, une monnaie, c'est quelque chose qui est durable, qui est incorruptible, qui est divisible, qui est fongible, qui est facile d'échanger, facile de stocker, etc. Comme l'or a pris ce rôle à un moment donné, après Ouais. ça a été remplacé par le cash, etc. Et donc le Bitcoin peut être utilisé comme une monnaie. Et après, l'émission de ce jeton dans ce protocole est assez particulier parce que c'est une émission qui est prévisible et désinflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'augmentation de cette émission diminue dans le temps. Donc en fait, on est parti de zéro, il y avait 0 Bitcoin dans ce protocole informatique. D'un coup, ce protocole informatique inclut l'émission d'un jeton qui est le Bitcoin petit b. Et du coup, il y a des Bitcoins qui ont été créés petit à petit, mais le nombre de Bitcoins créés diminue dans le temps. Donc si tu veux, ça fait un truc un peu asymptotique comme ça qui tend vers 21 millions, puisque c'est le cap, du coup il n'y en aura jamais plus de 21 millions. On a C'est pour 19, ça c'est ça, si je me trompe pas, à peu C'est pour près. ça qu'en 15 ans, on est déjà à 19, mais pour Ouais. aller de 19 à 21 millions, ça va prendre encore Ouais. 100 ans, même plus. En fait, on parle de 2140. Ah ouais. Donc c'est Wow. parce que l'émission, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc on est parti de 50 bitcoins toutes les 10 minutes quand ça a été créé, de nouveaux bitcoins créés. Donc voilà, il y a eu quelques bitcoins qui ont été un peu comme une banque centrale qui créerait de l'argent. Ben là, c'est un algorithme informatique qui le crée. Et ensuite, ça a été 25, 12.5, 6.25, c'est là où on est aujourd'hui. On parle du halving dans quelques mois, justement, qui va être cet événement clé où ça va être redivisé par 2. On va passer à 3.125, etc., Et ainsi de etc. suite, ouais. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on atteigne les 21 millions. Et ça, c'est important parce que c'est l'opposé des monnaies, ce qu'on appelle étatiques, ou ce qu'on appelle aussi les monnaies fiat, qui sont le dollar US, le British Pound, l'euro, parce qu'elles ont une émission, l'émission de la monnaie par les banques centrales qui est imprévisible et inflationniste, c'est-à-dire on ne sait pas combien il y a d'euros en circulation, ou on a peut-être une vague idée, et en tout cas les règles du jeu elles peuvent être changées à n'importe quel moment. La Banque Centrale Européenne, et on l'a vu d'ailleurs durant le Covid, comme la Banque Centrale Américaine, Ouais. se sont mis à imprimer beaucoup d'argent. Et donc il y a tout un sujet de dévaluation de la monnaie, et à l'inverse, Bitcoin, moi je dis toujours, les règles du jeu elles ne changent pas, en fait on les connaît. Il y a 21 millions de Bitcoin, ça a démarré à zéro, voici comment on va atteindre les 21 millions. N'importe qui peut participer à ce réseau, n'importe qui peut envoyer de l'argent sans que personne vienne les emmerder. Et du coup, c'est ces caractéristiques-là qui fait que les gens ont confiance en Bitcoin comme système, et du coup qui fait que les gens l'adoptent de plus en plus. Et donc c'est pour ça que Bitcoin est en train d'être adopté comme monnaie, et c'est un peu une alternative. En tout cas, dans certains pays, c'est clairement une alternative, parce qu'il y en a, Ouais. ils échappent justement à la corruption financière, le fait qu'ils ne peuvent pas faire des transactions comme ils souhaitent, ils ne peuvent pas épargner, puisqu'il y a des pays où il y a une inflation à plus de 2 chiffres. Mais il On y, parle a, du Venezuela. y a aussi beaucoup de pays, si je me trompe pas, enfin j'avais lu des stats où Ouais. beaucoup de pays qui ont même pas de compte en banque en fait, les gens. Voilà, Enfin, déjà, ouais, exactement. Il y a les gens qui sont pas bancarisés. Il y a les gens, entre ceux qui sont bancarisés et ceux qui sont pas bancarisés, le cash qu'ils détiennent, il est constamment dévalué. C'est-à-dire au Venezuela, si tu veux, vaut mieux pas épargner, tu vois. Ouais. Au Liban, ça a été la même chose. En Turquie, ça a été aussi la même chose. Au Zimbabwe, ça a été la même chose. Et en fait, on se rend compte on commence à parler à de centaines de millions, voire de milliards de personnes qui ont ce problème-là. Et c'est vrai que nous, Français, tu vois, Américains ou autres, on se dit pas, tiens, tu vois, je me lève pas le matin en me disant, putain, mon euro, il a un problème, tu vois. Ouais. Genre, je peux faire les transactions Ouais, comme je évidemment. veux, je peux épargner, même si l'inflation à 2%, en fait, les gens se rendent pas compte, mais en 30 ans, tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat. Ouais, en fait, pour nous, c'est plus une sorte de refuge en fait. Au lieu de laisser Donc, notre voilà, notre exactement. monnaie fiat dans le compte en banque, le mettre là-bas, en gros, ça le sécurise plus ou moins quoi. En fait, C'est un peu Bitcoin, ça. d'ailleurs, il y a un aspect un peu, pas philosophique, mais un peu quand même intéressant, qui est que ça redéfinit même le concept de l'épargne. Parce qu'en fait, l'épargne aujourd'hui, d'après moi, elle n'existe pas vraiment, parce que la monnaie qu'on a créée, les monnaies qu'on utilise, ne t'incitent pas à épargner, parce qu'elles perdent de la valeur dans le temps. Donc en fait, l'alternative à l'épargne, c'est devenu l'investissement. C'est devenu de placer dans des actifs qui génèrent du cash flow, donc des actions d'entreprise ou autre chose, de l'immobilier et autres. D'ailleurs, c'est pour ça que toute l'économie a pris, pour moi d'ailleurs, ont pris beaucoup plus que la valeur réelle de ces actifs-là, parce qu'en fait, on est allé justement chercher une valeur refuge dans des nouveaux actifs, alors qu'à l'époque, on aurait pu épargner de l'or, tu vois, mettre des pièces d'or de Ouais. côté. Et Bitcoin redéfinit ça, parce qu'avec ces caractéristiques-là, on peut vraiment épargner. C'est-à-dire que je sais qu'en achetant des Bitcoins et en épargnant en Bitcoin,
eh ben, ma monnaie, elle n'est pas dévaluée et même mon pouvoir d'achat, il augmente. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Et donc, c'est ça que Bitcoin répond à ces deux besoins-là, clés, si on doit résumer en une chose, c'est le paiement, le fait qu'il y a des milliards de personnes qui ne peuvent pas effectuer des transactions de manière libre parce qu'il y a de la corruption, il y a de la censure. On peut, tu vois, pour donner des exemples concrets aux gens, il y a eu des histoires avec Wikileaks, par exemple, qui est beaucoup critiqué parce qu'il dévoilait des secrets potentiellement sur les Américains. Wikileaks a commencé à qui acceptait des donations pour s'autofinancer, qui ont été coupées par les prestataires de paiement qui traitaient ces donations, et du coup Wikileaks s'est mis à accepter les donations en Bitcoin. Donc en fait, voilà, c'est à titre d'exemple, peu importe ce qu'on pense de Wikileaks, mais pour dire qu'on peut effectuer des transactions libres. Et deuxièmement, il y a la partie épargne. Bitcoin résout à ce problème où en fait il y a plein de gens qui sont constamment impactés par l'inflation de la monnaie ou la dévaluation de la monnaie, et qui grâce à Bitcoin peuvent protéger leur épargne. Et alors, Ouais. Et ça, c'est important. Et alors c'est pour ça, on va quand même revenir sur le côté entrepreneuriat. C'est pour ça donc que te vient l'idée de monter Bitstack, c'est ça? Tu te dis, Exactement. j'ai envie d'aider, j'ai envie de proposer une solution innovante, rassurante et sécure sur le Bitcoin. Et donc, tu as envie de créer Bitstack, c'est ça? Et ça, c'est ça, je me dis, Bitcoin, c'est potentiellement, et nous, on a cette conviction-là, en fait, va redéfinir tout le système financier, puisque quand on parle de paiement-épargne, ça, c'est un énorme marché. Le paiement et l'épargne, c'est quelque chose d'assez énorme. Et du coup, si demain, Bitcoin est le moyen de paiement le plus utilisé et l'actif d'épargne le plus important, Bitstack, on veut que ça soit au cœur, on veut que ça soit ce pont D'accord. vers ce nouveau système. Pourquoi ce nom d'ailleurs, Bitstack? Ça vient d'où? Tout simplement, en anglais, donc Bitcoin, et stack qui veut dire accumuler ou superposer, accumuler. Trop bien. Alors, tu fondes cette boîte avec un cofondateur, donc ton C'est ami, ça, c'est ça, qui est encore au Canada. Kabir, c'est ça? exactement. Ok, Kabir qui est d'origine indienne, qui lui aussi a eu une éducation un peu comme toi, très ouverte vers l'international. Ouais, c'est Donc ça. vous vous rencontrez au Canada. C'est vrai qu'on se pose la question. On a eu Elisa dans un précédent podcast qui nous disait qu'elle a monté sa boîte avec son père. On a eu Sébastien Caron qui était solo fondeur, qui a monté sa boîte tout seul. Là, on a Alex qui monte sa boîte avec Kabir, mais avec deux personnes qui viennent de deux régions complètement différentes. Comment on monte une startup avec voilà, une telle différence culturelle? Il y a deux approches qui sont complètement différentes. Quels sont les défis, les challenges, les points forts de cette cohésion? Je pense la partie, culturelle, bon, elle a une certaine importance. Après, à vrai dire, Kabir et moi, même si on est de 2 origines complètement différentes, en fait, culturellement, on était assez proches, puisque comme tu l'as dit, on a eu une ouverture à l'international très tôt. Notamment Kabir a déjà vécu à Paris, et a été à un lycée français à Paris, donc il parle français couramment. On a tous les 2 étudié, à l'international, dont à McGill, pendant 4 ans, moi en école de commerce, lui en école d'ingé, mais peu importe. Donc en fait, on partage quand même pas mal de choses. Donc je dirais que ça, c'est pas vraiment une problématique. Maintenant, hein, effectivement, on se connaissait pas autant que d'autres. Pour être tout à fait honnête, il y a des gens qui, comme tu disais, soit il y a un lien familial, soit il y a des gens qui sont amis d'enfance, ou en tout cas ou alors qui ont bossé dans la même boîte pendant plusieurs années. Ça, c'est souvent les traits communs qu'on peut retrouver. Nous, du coup, on a dû faire différemment. Moi, j'avais décidé de lancer la boîte quoi qu'il arrive, tout seul. J'avais pas de cofondateur quand on parle vraiment des tout premiers jours de Bitstack, mais avec l'objectif de trouver un cofondateur, parce que j'étais persuadé, et je pense que ça a été la bonne décision, et encore une fois, le temps nous le dira, mais de chercher quelqu'un qui avait des compétences complémentaires aux miennes, et d'aller chercher un cofondateur technique. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, vous voulez monter une boîte de software. Si vous n'avez pas des compétences techniques, moi je pense que ça va être compliqué personnellement. Et du coup, moi j'avais plein de choses à apporter sur la table, mais il manquait quelques pièces du puzzle. Et du coup, je voulais trouver un cofondateur technique. Et on a dû un peu mitiger certains risques différemment. On a commencé à bosser ensemble. On se connaissait du coup un petit peu, tu vois, Ouais. de l'université. Ouais. On était tous les deux motivés aussi par un intérêt commun qui était Bitcoin, et l'impact que Bitcoin pourrait avoir sur la société. Et du coup, ça a été notre driver commun. Et aussi, tous les deux avec un profil entrepreneurial, où on avait tous les deux envie d'entreprendre, de créer quelque chose de gros. Donc ça, c'est des choses qui nous a réunis. Et après, pour dérisquer la partie qu'on n'ait pas forcément travaillé ensemble auparavant,
on a tout simplement, et ça je recommande, on s'était dit, bah tiens, on commence à travailler ensemble de manière informelle. Lui, il était encore, pour vous dire, il avait un job encore. Donc ça a commencé quelques heures par jour. C'est passé à la moitié de sa journée jusqu'au moment où on s'est dit, en fait, ça te prend toute ta journée. Ok, 3 mois plus tard, est-ce que ça te va? Est-ce que moi, ça me va? Ok, On se met à let's go. Et 100%, toi aussi, quoi. tu quittes. Et on est tous les deux à 100%. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé Bitstack. Ah, c'est une super belle histoire. Bon, en tout cas, après l'explication de Bitcoin, d'ailleurs, je fais un petit peu de pub parce que vous-même, Bitstack, vous avez développé votre propre podcast justement qui vulgarise un peu plus le Bitcoin. C'est ça. Pour ceux à qui s'intéressent un peu plus, voilà, c'est expliqué vraiment bien avec des super experts, c'est super simple. Il y a aussi Asher sur YouTube aussi qui vulgarise hyper bien le domaine. Voilà, un peu de pub quand même pour cet écosystème. Ouais, non, mais c'est ça, en fait, on a, comme je disais, il faut se rappeler que nous, on a une cible, et c'est ça qui d'ailleurs nous démarque des autres acteurs de l'écosystème, c'est qu'on a voulu aller chercher des gens qui ne sont pas dans la crypto. Donc, au lieu de dire on va développer des plateformes pour les gens qui sont dans la crypto, nous, on veut que les gens qui ne connaissent rien, justement, commencent à découvrir Bitcoin et épargnent en Bitcoin, justement, pour bénéficier de toutes les caractéristiques qu'on a mentionnées plus tôt. Et dans cette démarche-là, effectivement, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et du coup, on a monté Comprendre Bitcoin, qui est à la base une newsletter, un blog sur lequel on écrit des articles qui part de qu'est-ce que c'est Bitcoin, à pourquoi épargner en Bitcoin, à comment ça marche, et même ça va jusqu'à du un peu plus technique pour ceux qui veulent creuser. Et aujourd'hui, Comprendre Bitcoin, c'est aller encore plus loin puisqu'on a fait un podcast audio de ces articles-là. Donc, vous retrouvez sur Apple Podcast, Spotify, et on est d'ailleurs le podcast numéro 1 sur le Bitcoin en France. Voilà, on vous mettra le lien directement dans la description, comme ça, Voilà. vous avez un lien direct. Ah c'est top. Et après, on a fait Comprendre Bitcoin en version émission vidéo sur YouTube, où effectivement, là, c'est moi qui anime et j'invite des experts pour avoir leur perspective sur le sujet. Et donc, c'est vrai qu'on a pu recevoir Owen Asher, aka Asher, et d'autres experts. Trop bien. D'ailleurs, c'est plus challengeant de monter une boîte où on vise une target audience qui n'y connaît rien, plutôt que de monter une boîte où on vise une target audience qui maîtrise le sujet. Ouais, c'est différent, ça c'est sûr. Après, nous, c'est pas que c'était plus difficile. Enfin, moi, je dirais que c'était même plus simple dans le sens où nous, l'insight qu'on avait, donc un peu la connaissance clé qui a été importante, c'était que déjà la partie crypto, c'était très compétitif. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'acteurs. Il y avait des grosses plateformes, ça existait déjà, des Coinbase, des Binance et autres. Mais on trouvait que leurs solutions, elles ciblaient beaucoup plus des gens qui s'y connaissaient déjà sur même le sujet de l'investissement. Et en fait, du coup, on pensait que ça ciblait beaucoup. Ce que nous, on appelle en fait les traders amateurs. Des gens qui, voilà, ils veulent boursicoter, mais en version crypto. Okay. Déjà, c'est pas idéal parce qu'il faut savoir que la plupart des investisseurs, ils perdent de l'argent parce qu'on peut pas se prétendre trader. C'est un métier et un métier en plus très compliqué où beaucoup de gens, même professionnels, perdent de l'argent. Du coup, on pensait que c'était pas ça la vraie valeur ajoutée. Et en fait, la vraie valeur ajoutée, c'est que les gens épargnent. L'épargne, c'est un besoin que tout le monde a parce que l'épargne, c'est quoi? C'est financer des objectifs futurs, une maison, un voyage, la retraite, ma retraite, l'avenir de mes enfants, etc. Et Bitcoin s'avérait être une super solution d'épargne puisque l'offre, elle est limitée à 21 millions, la demande, elle est croissante, donc le pouvoir d'achat, il augmente dans le temps. Et on s'est dit, en fait, on veut juste aider les gens à épargner, pas sur leur livret A, mais en Bitcoin. Et du coup, on a développé Bitstack dans ce sens-là. C'est ça. Alors justement, est-ce que tu peux nous pitcher vraiment Bitstack, là, je pars en 1 minute, là, nous dire concrètement à nos auditeurs? Je vous fais ce qu'on appelle le elevator pitch en 10-30 secondes. Alors, en fait, Bitstack, c'est très simple, c'est une application qui permet à n'importe qui d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Donc en fait, comment ça marche? C'est très simple, tu lis ton compte, enfin tu télécharges l'application évidemment, tu lis ton compte bancaire à l'application, donc n'importe quel compte bancaire, ça peut être LCL, Crédit Agricole, BNP, Revolut, N26 ou autre. Et une fois que tu as lié ton compte bancaire, Bitstack va se mettre à automatiquement arrondir tes dépenses du quotidien à l'euro supérieur. Donc tu achètes un café 2,60 €, c'est arrondi à 3 € et la petite monnaie est automatiquement investie en Bitcoin. Et donc ça a été notre produit d'appel, ce qu'on appelle l'arrondi automatique. D'ailleurs, c'est un peu comme l'arrondi caritatif à la caisse. Pour ceux qui sont en France, on a beaucoup ce concept-là. Et c'était une façon en fait complètement indolore pour aider les gens à épargner déjà de manière globale, et deux, à épargner et investir dans un actif sur lequel ils connaissent pas grand-chose. Et donc ça a été notre produit d'appel qui nous a fait connaître. On nous parle souvent de Bitstack comme l'app d'arrondi en Bitcoin. Mais c'était en fait juste une façon de mettre un pied un peu les mains à la pâte ou un pied dans le plat, en fonction d'expression qu'on préfère, et de faire démarrer les gens. Et après, dans l'application, on peut faire bien plus. On peut effectivement programmer des investissements récurrents.
je veux mettre 10 euros par jour, par semaine, par mois. Donc, tu définis le montant et la fréquence de ton choix. Et ensuite, tu peux acheter du Bitcoin de manière ponctuelle. Tu peux vendre du Bitcoin pour récupérer tes euros. Tu peux envoyer du Bitcoin à un ami ou à quelqu'un et tu peux recevoir du Bitcoin aussi. Voilà. Vous voyez comme c'est simple, franchement. Ouais, du Ça a coup, l'air d'être un jeu d'enfant. c'est En inspiré fait, il n'y a du rien coup. besoin de faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, la clé de BitStack, c'est qu'une fois que c'est configuré, tu ne fais plus rien. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle, c'est assez important de le mentionner, ce qu'on appelle le DCA, donc Dollar Cost Averaging. C'est le fait de justement programmer des investissements récurrents. C'est une stratégie d'investissement qui existe en bourse. Donc sur tout type d'actifs, c'est beaucoup utilisé pour investir dans les actions. Parce que si un actif fluctue, donc c'est-à-dire le prix monte, le prix descend à court terme, mais qu'on a une conviction que sur le long terme, ça va aller vers le haut et qu'on veut s'exposer à cette tendance-là, et ben le DCA, c'est la meilleure stratégie parce qu'en fait, vous achetez tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois à différents niveaux. Donc, quand c'est haut, vous allez acheter. Le semaine, c'est peut-être un peu plus bas. La semaine suivante, vous achetez aussi. Et ça vient lisser le risque parce que ça vient lisser votre prix d'achat moyen, en fait. Vous allez acheter à tous les niveaux et ça va lisser le prix. Et du coup, vous exposez vraiment la performance long terme et haussière de l'actif. Et c'est ça que derrière l'arrondi, il y a ça, en fait. Il y a le DCA ou derrière l'investissement programmé. Donc d'ailleurs, si on va dans ta logique du coup du DCA, enfin, vaut mieux du coup acheter tous les jours en fait, pour être plus proche de la. Ouais. Enfin, je veux dire, ouais, vaut mieux acheter tous les jours plutôt qu'une fois par semaine ou une fois par mois, si on veut vraiment être le plus proche possible de la moyenne en fait. C'est effectivement, plus la récurrence, elle est importante. Enfin, Ouais. voilà, plus tu le fais, plus tu vas lisser, effectivement. Mais après, le modèle le plus classique, c'est généralement une fois par semaine. Tu vois, c'est un peu ce que les gens font le plus chez BitSec. Moi, je vais pas te le cacher, Alexandre, j'ai eu un peu les boules comme je t'ai dit quand je t'ai découvert. Du coup, directement, j'ai téléchargé l'application, j'ai voulu me créer un compte. Malheureusement, je ne peux pas le faire dans mon pays. Donc justement, ça, c'est ma prochaine question. C'est J'ai pas comment fait le est-ce que tu commentaire. J'ai pas fait le commentaire quand tu m'as dit tout à l'heure je suis en Israël et fais? Ouais. j'ai essayé de télécharger ça. Je me dis je suis pas sûr qu'il a dû réussir parce que c'est pas dispo. J'ai pas réussi et je vais te dire encore plus, ça fait vraiment peut-être 3 semaines que j'essaye de trouver tous les moyens possibles pour essayer de faire exactement ça, mais comme tu nous as dit, Binance, enfin toutes les autres plateformes, c'est trop compliqué pour ça. Donc voilà, mais c'est vrai que N26, Revolut, ça pourrait peut-être C'est éventuellement. des alternatives. Après, ce qui est intéressant pour nous, parce que c'est vrai qu'on nous le dit souvent, un Revolut offre des fonctionnalités similaires. Nous, l'avantage la proposition de valeur d'un Bitstack, c'est qu'on est banque agnostique. C'est-à-dire qu'en fait, tu es chez n'importe quelle banque, tu peux t'exposer à Bitcoin grâce à Bitstack. C'est un peu comme une solution de seconde couche, en fait. Tu sais, tu connectes Bitstack à ton compte, que ça soit Revolut, que ça soit la Banque Postale, Boursorama. Et en fait, du coup, on permet à n'importe qui d'investir en Bitcoin sans changer de compte bancaire. Tu vois. Revolut te demande Ouais. de changer de compte. Donc, c'est Vous êtes, ça vous êtes que. dans combien de pays du coup d'ailleurs aujourd'hui? Vous êtes qu'en France ou vous êtes autre part? Alors, on est principalement en France parce qu'il faut savoir qu'il y a un enjeu réglementaire. On en parlait un petit peu Ouais. avant. Et aujourd'hui, le marché est fragmenté de ce point de vue-là. C'est-à-dire que chaque pays a une licence qui est la même chose, mais il faut l'obtenir dans chaque pays. Et nous, on a seulement la licence en France. Et du coup, toutes les pubs, toute l'acquisition client qu'on fait, elle est française. Donc, on a 95% de notre audience qui est française. Mais Bitstack est disponible au téléchargement dans presque tous les autres pays de l'Union européenne. En fait, vous prenez tous les pays de l'Union européenne, vous enlevez tous ceux qui n'utilisent pas l'euro. Enfin, vous prenez tous les pays de l'Europe globalement, vous enlevez tous ceux qui n'utilisent pas Ouais. l'euro, donc la Roumanie, les UK, enfin l'Angleterre et autres. Et Bitstack sera dispo. C'est juste qu'en fait, on ne peut pas faire de pub dans ces pays. Vous pouvez venir et télécharger l'app, mais nous, on ne peut pas faire de pub parce qu'on n'a pas de licence. En revanche, pour la petite parenthèse, et ça, c'est un très bon point, la Commission européenne a créé une licence qui va être un passeport européen, parce que c'est un peu le but de l'Union européenne, sinon c'est vrai qu'on s'emmerde à chaque fois avec toutes ces contraintes de chaque pays, et c'est un peu le problème des boîtes françaises, des boîtes d'un pays spécifique dans l'Union européenne qui essayent de scaler, c'est que déjà que les marchés ont leurs propres différences culturelles et autres, si en plus il y a des contraintes réglementaires, ça fait des barrières pour avoir une taille importante, et bien là sur la partie réglementaire, ils ont créé un passeport européen, qui est la même licence que ce qu'on a en France, mais à l'échelle européenne, et du coup ça fait une licence qui permet aux acteurs comme nous de pouvoir passeporter notre activité sur tout le reste de l'Union européenne. Et ça arrive fin 2024, début 2025. Donc à partir de là, il faut s'attendre à ce qu'on soit beaucoup plus présent dans plein d'autres pays. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on le dit pas souvent, mais dans ce domaine, enfin, je sais que dans ce domaine-là de start-up, des finances, en fait, on a un challenge supplémentaire. En fait, c'est qu'avant que tu crées quelque chose, en fait, il y a déjà énormément d'étapes et il faut déjà énormément de fonds pour créer un dossier, être accepté. Bon, voilà, c'est un peu technique, voilà, mais c'est vrai que c'est des enjeux supplémentaires. Enfin, faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de résilience et
C'est la grosse différence entre le marché américain, enfin c'est un autre sujet, hein, mais c'est la grosse différence entre le marché US et le marché européen. C'est-à-dire que le marché US, c'est un single market. Et en fait, ils ont tous ces États, mais demain, tu lances une boîte aux US, tu adresses 300 millions de personnes instantanément. Ouais. Enfin, tu peux cibler. Nous, l'Union européenne est vendue comme le biggest single market au monde, le plus gros marché unique au monde, parce que c'est vrai, c'est 400 millions de personnes. Mais en revanche, on le sait très bien, la réalité, c'est que déjà, à minima, il y a des différences culturelles. Donc, quand tu lances un produit demain, on veut se lancer en Italie, il y a des nuances. Déjà, il faut changer la langue, principalement. Et ça, c'est presque vrai sur tous les pays, malheureusement. Ouais. Et en plus de ça, sur certains marchés comme les marchés régulés, ils n'ont pas tous le passeport européen. Donc, il fallait chercher une licence par pays. Bon, ce ne sera plus le cas bientôt. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est très difficile de scaler une boîte en Europe. Voilà, Ouais. enfin, on a des contraintes potentiellement. Ouais, ouais. Ouais, on sait que vous êtes passé par un incubateur aussi. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous, on avait envie de parler parce que vous avez quand même fait les deux plus gros incubateurs. Si je ne me trompe pas, vous avez fait Y Combinator et Station F, c'est bien ça? C'est ça, Est-ce que tu exactement. peux Alors, nous expliquer un peu comment déjà est-ce que toi t'es arrivé chez Y Combinator? Parce que Y Combinator, pour ceux qui connaissent pas, c'est The Incubateur. Les plus grosses boîtes ont Airbnb, je crois, Stripe. ouais, Enfin, il c'est y en a ça. une tonne en fait là. Comment En est-ce que vous, fait, Beatstack, êtes arrivé là-bas? ouais, c'est vrai que tu prends les plus grosses boîtes, souvent ils sont passés par Y Combinator, on le sait pas parce que souvent ça Ouais. remonte à bien longtemps, mais c'est vrai que pour donner quelques exemples, il y a eu Twitch, il y a eu Coinbase, il y a eu Airbnb, il y a eu GitLab, euh, il y en a eu plein. Vraiment Il y une en a eu licorne, plein, ouais. ouais, je les ai même pas tous en tête, mais d'ailleurs c'est un des fonds d'investissement early stage, ce qu'on appelle, donc qui investissent très très tôt. Bah, c'est le fonds early stage le plus performant au monde, et ils ont accompagné de super boîtes. Donc c'est vrai que c'est un peu le graal de beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas qui ont cette vision un peu internationale, parce que pas tout le monde connaît si on n'est que en France. Et du coup c'est vrai que c'était une ambition pour Kabir et moi depuis le début. Tu vois, on s'est un peu Ouais. comme tout le monde, on s'est dit tiens. On aimerait bien faire Y Combinator. On sait Ouais, que c'est un on super sait que badge c'est à avoir en chaud, fait. Ouais. on sait que c'est chaud, mais on s'est dit, ça serait quand même fou, tu vois. Là-bas, c'est presque un rêve en fait. Euh, et, euh, et d'ailleurs, et ça c'est avec le recul, un des conseils que je donne aux gens, postuler dès le début, parce que Y Combinator c'est très spécifique, mais on n'a pas besoin d'avoir une boîte qui est déjà très grosse. La plupart des gens qui font Y Combinator ont seulement une idée. Voilà, j'aime bien juste le rappeler, mais il Ok, n'y a pas c'est besoin d'avoir intéressant. accompli certaines étapes. Voilà, Ouais. c'est ça. Souvent, les gens me disent ah mais non, mais on fait pas encore de revenus. Ah mais non, j'ai pas fait ci. Ah j'ai pas encore fait ça. En fait, pas du tout. Y Combinator, il suffit juste d'être un gars très smart, d'avoir un insight sur le marché que tu adresses, c'est-à-dire de connaître quelque chose que les autres ne connaissent peut-être pas, tu vois, pour dire que tu es sur quelque chose, et avec une idée, quoi. Enfin, mais après, t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus. Et bon, nous, il s'avère qu'on était déjà avancé parce que justement, on avait un peu les craintes que tout le monde a qui étaient fausses, du coup, des fausses idées reçues. Et donc, on avait déjà lancé la boîte, ça faisait 1 an qu'elle existait, on était déjà régulé, enfin, on avait déjà obtenu cet enregistrement auprès de l'AMF, on avait déjà lancé le produit, donc on a déjà, nous, des premiers clients, on faisait un peu de revenus, etc. Et il y a un des batchs, parce que donc Y Combinator, il faut savoir qu'ils prennent des startups 2 fois par an, donc il y a 2 programmes par an, un l'été, un hiver. Et là, on a approché celui de l'été 2022. Et on s'est dit, bah écoute, on va tenter notre chance. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et pour donner une idée aux gens, Y Combinator, c'est un taux de succès de 1% à peu près. Donc sur nous, les dernières années, il faut savoir qu'ils prennent, alors ça a beaucoup augmenté dans le temps parce qu'ils ont grossi eux-mêmes, mais en ce moment, ils prennent entre 200 et 300 boîtes tous les 6 mois, donc par batch, donc une fois Ouais. l'été, une fois l'hiver, sachant qu'il y a 30 000 personnes qui postulent, 30 000 boîtes. Ouais, Donc ça veut bon, dire que t'as 100 boîtes qui postulent, il y en a qu'une en fait qui. exactement. Wow, c'est ouf. Et du coup, bon, comme je disais, on se dit, enfin, ça serait incroyable, quoi, mais bon, on n'est pas sûr de l'avoir. Il s'avère qu'on postule ce Y Combinator, il n'y a pas de hack, hein. C'est-à-dire que pour le faire, c'est très standardisé. Il y a 2 étapes. C'est un dossier écrit, t'es pris, tu passes à l'interview, t'es pris, t'es pris. Enfin, c'est fini, Ok. quoi. Donc, c'est vraiment 2 étapes. Ça paraît dingue pour le fait qu'en plus, ils te donnent un demi-million de dollars quand même au Ah, ça veut passage. dire qu'ils sont très Donc, forts. Ça veut dire qu'ils arrivent avec un seul papier et un seul interview à arriver à c'est voir, ça, quoi. exactement. Ouais, ils identifient hyper vite en fait. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est une de mes observations qui m'a le plus surpris, même si je le savais à un certain niveau, mais ça allait au-delà de ce que je pensais. Ils ont une intuition incroyable. Hmm. Mais en fait, il faut savoir que pour moi, l'intuition, c'est la somme de toutes tes expériences passées. Ouais, bien sûr. Donc en fait, c'est juste des mecs qui ont vu tellement de choses et qui ont accompagné tellement de boîtes avec des Airbnb dans l'eau et d'autres qui ont dû bien se casser la gueule. Ouais. Du coup, ils savent et ils le disent eux-mêmes, on ne sait pas quelles boîtes vont gagner, mais on sait quelles boîtes vont échouer.
Parce qu'en fait, ils sont très forts à déterminer ce qu'il faut pas faire. Ok. Incroyable. Tu vois. Et du coup, bon, bref, ils connaissent pas mal de choses. On pose notre dossier écrit. Il faut savoir que c'est 10% de sélection. Donc, en fait, ça passe de 30 000 à 3 000 qui passent en interview. Et sur les 3 000, il y en a 300 après qui sont pris. Donc, et là, on est pris à interview. On se dit, bon, ok, écoute, on commence à stresser. Mais tu vois, on se rapproche de notre but. Ouais. Et là, pour la petite anecdote, on passe à l'entretien. L'entretien, donc, il y a 3 partenaires de YC qui sont sur un Zoom, puisque nous, on était sortis de Covid. Donc, ça se faisait encore beaucoup en remote. Et là, on se fait démonter. Ah ouais. Mais alors démonter, c'est-à-dire tout ça démarre toujours par qu'est-ce que vous faites. Donc tu fais ton elevator pitch, mais vraiment elevator pitch en 2 phrases, speed, ouais. très speed parce qu'il faut se dire que l'interview dure, si je dis pas de bêtises, là ça m'échappe, mais c'est quelque chose comme 10-15 minutes. Hein. Et en 10-15 minutes, S'ils en ont ils 3000 ils à te voir. posent. Ouais, parce qu'ils en ont 3000 à voir, et en 10-15 minutes, ils te posent entre 40 et 60 questions. Donc le Ah ouais. débit, il est élevé. Ok. Et du coup, tu sais qu'il faut rester très concis. Il y a même d'ailleurs cette rumeur comme quoi si tu mets plus de 10 secondes à répondre, t'es out. Bon, c'est une rumeur. Du coup, il nous pose la question, vous faites quoi? Je réponds, il me coupe, il me fait, ah ouais, là c'est chaud. En gros, t'es en train de dire à tout le monde d'investir dans le Bitcoin, mais le Bitcoin c'est de la merde. C'est hyper risqué. Enfin voilà, vous les gars, vous êtes fous. Et en fait, c'était un test. C'est une strat, ouais. Et il s'avère que nous, on a été testé parce qu'on est tombé sur un des partenaires qui aime bien faire ça et qui est très direct et qui aime bien te déstabiliser. On le sait parce qu'il nous l'a dit après quand on a été accepté. Et Kabir et moi, on a eu cette force, entre guillemets, de rester hyper, tu vois, Hyper concis, hyper fort sûr sur de nos appuis. soi. Ouais. Mais attends, mais combien de temps vous êtes préparé pour ça en vrai? Vous avez dû faire Bah, des sessions. Ouais, on a fait quelques-unes. Après, tout le monde dit qu'il faut pas trop se préparer parce que sinon ça fait ça fait trop préparé, Trop robot, robot, quoi, un peu quoi. trop robot. Ouais. Mais on avait fait quand même, enfin tu vois, on avait cherché toutes les questions sur des bases de données, tu vois, toutes les questions qui peuvent être posées parce que bon, c'est souvent les mêmes quand même. Mais il s'avère que nous, on n'a pas du tout une interview classique puisqu'on est arrivé, je t'ai dit, hyper prêt. On se dit tiens, voilà les questions qu'il Et nous le gars posait. vous En fait, massacre, quoi. le gars nous massacre. On est clairement à un petit niveau, enfin on est à un certain niveau, on est hyper déstabilisé. Mais écoute, on a gardé notre face en fait et on est resté convaincu de nos idées. Alors sans être, il faut pas être têtu, mais on était convaincu qu'il y avait quelque chose. Tu vois, on a dû paraître smart à un certain niveau. Et c'est à la fin ce qu'il nous a dit. Il nous a dit les gars, je vous ai, alors pour le coup, je suis connu pour être comme ça, mais vous, je vous ai bien dégommé, mais vous avez pas bronché. Et du coup, ça m'a impressionné. Et du coup, je vous ai pris. Wow. Donc, écoute, Incroyable. c'est le conseil que je donne aux gens. Je leur dis toujours attention si vous posez des questions, genre ne soyez pas déstabilisés. Genre, c'est des Américains aussi, tu vois. Il faut savoir ils vont droit au but. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est la petite histoire de Y Combinator. Pour terminer, ils te filent 500 000 balles quand tu es pris. Donc, c'est plutôt cool. Et c'est un programme de 3 mois où tu bosses. Et c'est ça, en fait, leur idée, c'est de mettre des gens très, très smart tous ensemble et de bosser sur des idées incroyables. Et donc, c'est vrai que le niveau est assez élevé et tu apprends énormément de choses. Tu avances super vite sur ta boîte. Et même, ça va au-delà des 3 mois, puisqu'en fait, l'avantage du tampon de Y Combinator, c'est que c'est un tampon à vie. C'est-à-dire que toi, en tant qu'entrepreneur, tu restes un alumni, donc à l'américaine, tu sais, bon, en France, maintenant, ça commence à se faire dans les écoles de commerce. Tu fais partie du réseau d'alumni de Y Combinator à vie. Et au niveau de ta boîte, tu es accompagné bien au-delà des 3 mois, évidemment, puisque tu peux bénéficier de toute la base de connaissances qu'ils ont montée en interne. Tu peux rencontrer les partenaires dès que tu le veux, tu les bookes, tu prends un rendez-vous avec eux et ils t'aident sur n'importe quel sujet. Et c'est des mecs qui ont tous monté des boîtes à plusieurs milliards, hein, évidemment. Donc, l'ancien cofondateur de Twitch, il y a le CEO d'Algolia qui est partenaire, qui est français d'ailleurs, qui est partenaire en ce moment de YC. Il y a l'ancien CEO de GoCardless et de Monzo. Il y a, voilà, enfin, c'est vraiment des mecs assez haut profil. Et eux sont très smart et t'aident à monter ta boîte. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de Y Combinator. C'est génial. Incroyable. Incroyable. C'est génial, c'est génial. Alors, il y a un autre sujet aussi qu'on voulait aborder. C'est le sujet des chatbots. Voilà, Ouais. c'est vrai qu'on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de support à chatbot et à travers plein d'applications, sur tous les types d'applications en plus. C'est quoi ton avis là-dessus en matière d'investissement? Parce que c'est quand même quelque chose qui pourrait faire un petit peu peur. Dès qu'on parle d'argent un petit peu, on est tout de suite en recul. On se dit, oula, attention, j'ai pas envie de prendre trop de risques. Donc, c'est vrai que de parler à une IA via un chatbot, ça peut être un petit peu flippant. Et est-ce que tu penses que ça peut vraiment répondre aux besoins des clients de Bitstack?
Ouais, alors moi, je vais y répondre du prisme de le rôle de l'IA dans la partie expérience support client ou service client. Parce que nous, en tout cas, c'est celle qui nous concerne. On n'utilise pas l'IA vraiment pour autre chose. Euh, et d'ailleurs, on ne l'utilise pas pour le support client. Donc vraiment, comme ça, les gens comprennent la démarche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est une des seules boîtes d'ailleurs qui, dans ce secteur, qui offre un support client humain. Donc Et dans dans tous les l'application, secteurs, à mon avis. La seule bonne. ouais, non, c'est vrai. Bon, mais après, effectivement, pour pas prétendre, enfin, à une certaine échelle, c'est que ça reste quand même compliqué d'avoir un support client qui est à 100% humain, Ouais. parce que sinon tu te retrouves avec une équipe qui doit être proportionnelle au nombre de clients que tu as dans ta base client, parce que bon, au final c'est des maths, hein, c'est une personne pour répondre à tant de chats Bien sûr. par jour ou par mois. T'as X personnes, ça donne X% de chat. Enfin, voilà, tu fais le calcul et tu veux pas te retrouver avec un call center. Enfin, un call center, nous on fait pas d'appel, mais avec 200 personnes au support client ou même plus. Donc en fait, nous, comme on aime bien voir les choses et le rôle du chatbot, c'est on pense que le service client humain reste extrêmement important, mais que l'IA peut en fait enrichir, et c'est souvent d'ailleurs on voit le rôle de l'IA, et je pense que c'est les intégrations intelligentes de l'IA, c'est quand elle vient enrichir le rôle de l'opérateur. D'ailleurs sur d'autres types de fonctions, hein, mais du coup on le voit de la même manière sur la partie service client. Et donc aujourd'hui on a des personnes de service client, donc des humains, hein, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on a des vraies personnes, et on est en train, et c'est pas encore le cas pour vous dire, mais on est en train justement de se pencher sur le sujet de l'IA pour automatiser certaines tâches. Et nous, comment on le voit et qu'est-ce que ça représenterait concrètement pour un client? C'est-à-dire un client qui viendrait dans notre chat du support, qui poserait une question. L'IA pourrait déjà déterminer l'intention de sa Ouais, question, d'identifier le euh, casé dans une case déjà, en fait. le caser dans une case, potentiellement lui fournir de manière instantanément quelques premiers éléments de réponse au cas où, parce qu'en fait, la réalité, c'est que tu as une question, au final, si elle est répondue Ouais, tu instantanément, la tu trouves t'en dans fous la que ce soit un humain Q&A ou un truc. voilà. Ouais. Moi, je veux savoir c'est quoi les tarifs de Bitstack. Au final, que ce soit une IA ou un humain qui me le dit, en revanche, je veux que ça soit répondu hyper rapidement. Ouais. Donc, l'IA peut faire ça parce qu'il va analyser ta base de données interne, ta FAQ. Si le gars pose une question un peu, je dis bête, mais de manière, pas négative, mais une petite question qui est déjà dans la FAQ, bah, l'IA elle peut y répondre. Et nous, donc ça, c'est la première valeur ajoutée de l'IA, c'est de répondre des premiers éléments de réponse de manière instantanée pour potentiellement clôturer un certain pourcentage de conversation et que le client soit satisfait de manière très rapide. Maintenant, si ce n'est pas le cas, l'idée, c'est là que l'IA va pouvoir enrichir le rôle de l'opérateur. Comment? Parce qu'on le disait juste avant, il va pouvoir déterminer l'intention, déterminer aussi peut-être quelques éléments clés sur le profil du client, ce qu'il a posé comme question, les données qu'on a, et en fait fournir toutes ces notes entre guillemets, à l'opérateur. Et comme ça, l'opérateur, une fois qu'il s'engage dans le chat, il a tous les éléments pour lui être rapide et concis et droit au but dans ses réponses. Et donc, il est appuyé par l'IA, et c'est de ces deux manières-là qu'on voit l'intelligence artificielle aujourd'hui chez Bitstack. T'as eu des retours clients là-dessus? Sur ce support, sur ce service-là? Enfin, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ouais. Bah alors, on l'a pas encore intégré, la partie intelligence artificielle, donc j'ai pas de retour sur cette combinaison un peu dont je parle. Par contre, on a des retours sur le fait qu'on fournit un service client humain et les gens l'apprécient beaucoup. Bien sûr. Mais justement, en même temps, parfois les gens sont un peu déçus que c'est un peu long, et c'est un peu la contrepartie du support client humain, Ouais. c'est qu'au bout d'un moment, tu as tes propres Ouais. limites en fait. Et on pense que ce combo sera le meilleur des deux mondes en fait. À la fois des réponses rapides et pertinentes quand c'est possible, et à la fois cet appui humain quand tu as vraiment besoin de parler à un humain. Parce qu'en fait, on a tous ce scénario où on appelle et on se dit putain, j'ai envie de parler à un humain. Et puis Bien sûr. tu dois appuyer sur 50 000 trucs parce Ça rend que fou. justement, tu essayes de contourner. Voilà. Donc on veut avoir le meilleur de ces deux mondes-là, idéalement. Ok. C'est combien d'utilisateurs aujourd'hui, Bitstack? Plus de 50 000 en un an et demi. Plus de 50 000. Et je le dis souvent, c'est 50 000 sans les auditeurs de la voix de l'entrepreneur qui n'ont pas encore Bitstack. Donc, c'est vrai. Donc allez-y, vraiment foncez. Franchement, c'est une application qui peut vraiment, voilà, vous payez et sans vous rendre compte, vous investissez dans quelque chose de secure, de safe, et qui peut un jour, pas dans 100 ans quand on atteindra les 21 millions, mais en tout cas bien avant, qui peut vous ramener des petits bonus sympas qui font toujours plaisir, quoi. Tu sais quoi, Gab, d'ailleurs, je crois qu'on va peut-être essayer de le faire. On l'a jamais fait encore sur la voie de l'entrepreneur. Mais Alexandre, est-ce que tu penses que s'il y a des auditeurs à qui ça pourrait intéresser à Bitstack, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire un petit code promo ou quelque chose qui pourrait, je sais pas, peut-être. Ouais, je sais pas, carrément. Je sais pas si vous voulez le construire maintenant, parce que j'ai pas. Enfin, c'est possible, mais sinon, j'allais dire. Enfin, vous me dites comment vous voulez le faire. Nous, c'est possible de notre côté. Nicolas, d'ailleurs, avec qui vous avez échangé de notre équipe, Ouais. c'est lui qui gère toute On cette lui fait partie-là. un gros donc, coucou d'ailleurs à Nicolas. Ouais.
Ok. Bah, super, bah, par exemple, on pourrait faire, je sais pas, LVDE. Enfin, on n'est LVDLE, peut-être on pas fait obligé un de le code faire tout de suite. LVDLE Ouais, et... LVDE, ouais. Allez, bah, c'est vous qui dites. Alors, tu sais C'est quoi ce vous qui qu'on fait? dites. On fait un code LVDLE et puis surprise. Vous verrez ce que vous obtiendrez avec le code LVDLE sur On fait l'application. ça. Ça te va? Allez, Allez, on fait vous ça. savez ce que vous savez ce que vous pouvez faire maintenant, chers auditeurs, télécharger BitStack. Et puis, sauf si vous êtes en Roumanie, Ouais. mais en tout cas, Ou en Ou en Israël. ou en ou ouais, Israël. en Israël, ouais. Mais Du en coup, tout c'est mort, cas, les gars, c'est mort. allez-y, code promo Bien sûr. LVDLE et puis une petite surprise vous attend en tout cas. Ouais, moi j'aimerais juste revenir parce que c'est quand même un sujet qui me tient vachement à cœur, c'est le sujet du podcast. Parce que moi, je saoule Gab toute la journée avec et je lui dis que moi je suis sûr que le podcast, bon, on le voit de plus en plus, mais ça devient un canal hyper important pour les entreprises pour communiquer. Donc moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc vous avez du coup créé le vôtre, comprendre Bitcoin. Donc encore pour ceux qui, on l'écrira de toute façon dans la description. Ouais. Moi, j'aimerais savoir déjà quel est ton avis là-dessus sur ce format podcast pour justement communiquer sur votre industrie et voilà, et savoir aussi du coup si tu as, je sais pas, eu des stats, enfin un impact là-dessus, si vraiment ça t'a apporté des clients en fin de compte ou pas, quoi. Ouais, je pense pour nous, comment on le voit en interne, le podcast, il a double objectif. Il y en a, et souvent d'ailleurs, c'est un peu les sujets marketing, c'est à la fois ce qu'on appelle la performance. Donc les sujets performance, c'est vraiment héroïste, c'est-à-dire on investit dans une initiative, voilà le nombre d'utilisateurs qu'on peut acquérir et voilà ce qu'on appelle le coût d'acquisition client du coup. Donc il y a cette partie-là. Mais le podcast, pour moi, remplit un autre jeu aussi, un autre rôle qui est la partie plus un peu branding, marque, et aussi notamment la partie rétention, parce qu'il y a cet aspect pédagogique, c'est-à-dire tu peux être client de Bitstack et en faisant de nouveaux articles, de nouveaux épisodes, toi, tu es déjà client, techniquement, on n'a rien à y gagner, mais en fait, à l'inverse, on vient apporter du contenu qui va être pertinent pour toi et qui va faire que tu continues à apprendre des choses sur le Bitcoin, ça continue à t'intéresser et in fine, en fait, tu continues à épargner sur Bitstack. Donc ça remplit un peu ces différents rôles. On trouve que ça marche très bien parce que contrairement à d'autres choses qu'on peut faire, le podcast, or pas toujours, mais en tout cas sur nos épisodes, c'est du format ce qu'on appelle long. Donc tu vois, on fait aussi du TikTok, des réels et tout ça. Mais le format long, ça permet d'aller chercher d'autres choses. Le format long, ça permet de creuser un sujet. Ce que j'aime bien dans le podcast, alors nous, on a deux types de podcasts. On a, comme je disais, la version audio des articles de blog en fait qu'on écrit. Donc là, c'est d'ailleurs c'est pas moi qui le fais. Et ça, c'est cool parce que voilà, c'est juste vous voulez écouter au lieu de lire un article de blog sur un sujet très précis, genre qu'est-ce que c'est que le Bitcoin. Hop, vous êtes en train de faire votre sport, vous êtes en train de marcher, ou vous êtes dans le métro, vous écoutez la version audio. Ça, c'est cool. Et après, on a voulu aller plus loin, comme je disais, et on a monté la version podcast en vidéo. Et donc là, c'est un peu comme une émission, et c'est du coup ce qu'on poste là sur YouTube. Et ça, c'est cool parce que déjà, il y a la partie image, et YouTube, il y a plein de gens qui aiment regarder des vidéos en format long. Et les vues sont beaucoup plus qualitatives, c'est-à-dire on vient pas juste capter l'attention de quelqu'un et un peu sur un... Tu vois, les choses sur TikTok, c'est un peu sur du... comment on appelle ça? C'est de l'impulsif. Ouais. Hop, tu Ouais. vois un truc sur TikTok très rapidement, ça te parle, hop, tu vas télécharger l'application. Sur YouTube, tu fais pas le même nombre de vues, mais en revanche, c'est beaucoup plus qualitatif parce que tu vas commencer à établir dès ce moment-là une relation avec le client, en fait, potentiellement. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui a vu la vidéo entière. En fait, tu sais qu'en fait le mec est super intéressé au final. Exactement. Et même nous, c'est cool parce que du coup, on peut vraiment creuser des sujets hyper intéressants. Parce que nous, nos podcasts vidéo, du coup, ils durent à peu près 1 heure. Bah, par exemple, avec Asher, on peut en parler, c'est celui qu'on a fait. Et avec Asher, bah, c'était très sympa parce que, bon, moi, déjà, c'est moi qui anime. Donc, moi, j'écoute. Pas comme là, je suis en train de beaucoup parler. Mais pour une fois, justement, je parle moins et j'écoute. Et moi, j'apprends beaucoup de choses. Donc, déjà, c'est bénéfique pour moi. Et deuxièmement, en fait, ça me permet de rencontrer des personnes très smart et incroyables et de partager leur parcours avec notre audience et d'appartager leur perspective sur Bitcoin. Donc, Asher, ça va être très grand public sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, pourquoi c'est intéressant, pourquoi il faut se pencher dessus. Mais on a eu des gens qui étaient avocats spécialisés crypto. On a eu des gens qui parlaient un peu de tout le cadre juridique, un peu réglementaire aussi. On a eu des gens qui étaient des anciens de chez KPMG qui parlaient un peu de l'aspect cas d'usage du Bitcoin, un peu aussi des aspects philosophiques sur comment ça peut redéfinir la société. Et après, on a plein de guests que je mentionnerai pas, mais qui vont parler un peu plus des aspects techniques, un peu plus peut-être des banquiers qui pourraient parler de la banque, comment eux ils voient le Bitcoin et si c'est une menace pour eux ou pas.
Donc ça, c'est que dans des formats longs que tu peux Bien sûr. creuser ce genre de sujet. Ouais, Donc, d'ailleurs, c'est- Asher, juste pour revenir sur Asher, j'ai toujours pas eu de réponse de lui, donc je sais pas à quel point tu es proche de lui, mais si un jour tu as envie de lui envoyer un message et lui dire réponds à Raph pour la voix de Ok, l'entrepreneur, ce serait avec grand plaisir. je promets rien, mais je lui ferai passer le mot. Je lui ferai C'est passer le mot. gentil. C'est La gentil. vérité, pour tous nos auditeurs qui connaissent pas Asher et qui s'intéressent un peu, franchement, il est top. Vraiment, son Ouais, format, ses suivez-le sur vidéos, Twitter, ouais, il est sur charmé. YouTube, Vraiment c'est bien. cool. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Raph, on passe aux questions un peu sympathiques. Allez, pourquoi elles étaient pas sympathiques les Non, autres? t'as raison, elles étaient très sympathiques, mais c'est vrai qu'on Ouais. on a nos questions un peu habituelles à la fin qu'on pose à chacun de nos invités. Donc évidemment, Alex, tu vas y passer. Allez, je suis Ouais, prêt. donc Alex, déjà, pour la première question, comment est-ce que tu vois BitStack, toi, dans 5 ans? Quelle est ta conviction? Enfin, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, toi. En fait, la vision de BitStack, c'est... il y a deux convictions, mais déjà, ça part de... On pense que Bitcoin, sans même parler de BitStack, va avoir un rôle extrêmement important dans notre quotidien. Comme je disais, en fait, principalement sur les deux gros cas d'usage, qui est le paiement et l'épargne. Et qu'en fait, du coup, il y a plein de produits financiers, donc le paiement, l'épargne, même des produits de crédit ou autres, qui vont se développer autour de Bitcoin, et ça va devenir monnaie courante, d'ailleurs, pour prendre l'expression, et elle est juste dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, quand on a cette vision-là, et 5 ans, c'est à peu près d'ailleurs ce qu'on pourrait dire aussi pour Bitcoin, même si Bitcoin a déjà fait un gros chemin, c'est devenu un énorme Ouais. sujet aujourd'hui. Il y a eu les ETF, pour ceux qui ont la référence, qui ont été validés, qui est un énorme produit financier américain qui vient permettre à de nouvelles personnes de s'exposer à Bitcoin via leur compte épargne classique pour les Américains. Ils ont vraiment été validés, là, à 100%, là, c'est... Ouais, il y a eu 11 Ça y est, ETF Bitcoin qui ont été validés mercredi dernier. Ils ont commencé à être négociés sur les places de marché à partir de jeudi. Et jeudi, vendredi et mardi, puisque lundi c'était férié aux US, ouais. en 3 jours, ils ont fait plus de volume que tous les autres ETF réunis depuis le début de l'année. Donc, Incroyable. le Incroyable. momentum est là et c'est un point positif, mais c'est un autre sujet. Ouais. Donc Bitcoin évolue bien et dans 5 ans, je pense, vu la maturité que le protocole a et le niveau d'adoption, dans 5 ans, on sera potentiellement sur presque tout le monde qui est directement ou indirectement utilise Bitcoin. Et donc nous, dans cette vision-là, on veut s'assurer que BitStack est le précurseur et en fait est le moyen qui accélère cette adoption-là et qui est le pont entre justement les gens qui ne sont pas encore en train d'utiliser Bitcoin et qui, grâce à BitStack, en fait, peuvent bénéficier de toutes les propriétés et les avantages que Bitcoin offre. Et donc, dans 5 ans, on veut être en fait l'application mobile one-stop shop, comme en fait tu utiliserais ta banque au quotidien. Mais en fait, les gens ne sont pas très contents de leur banque pour plein de raisons. Et nous, on veut être cette application, cette interface entre le monde, le système financier actuel et le système financier que Bitcoin est en tant que tel. Et on veut bridger, pour un peu, désolé pour mon anglicisme, mais bridger les deux systèmes et permettre à n'importe qui de rentrer et de sortir de Bitcoin de manière hyper simple, de pouvoir faire du paiement, de pouvoir épargner, de pouvoir même utiliser ces Bitcoins pour financer d'autres choses, voilà, accéder à tous ces produits qui vont tourner autour de Bitcoin. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir tout ça, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer, parmi nos auditeurs peut-être, mais qui n'a pas d'idée? Voilà, il a envie de se lancer, il a envie de... voilà, nos auditeurs, on a un jeune, par exemple, 20 ans, qui n'a pas d'idée, mais qui a vraiment envie de se lancer, qui est passionné par l'entrepreneuriat, mais il a zéro idée. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? C'est un de ces sujets où aussi je fais que changer d'avis. Parce que j'ai souvent pensé que si on veut entreprendre, il faut entreprendre. Enfin, tu vois, il faut se lancer, mais justement, de quelle manière? Et c'est plus j'y réfléchis, plus... Et quand je regarde ma propre expérience, le fait que j'ai travaillé, et je suis obligé de parler que de la mienne, puisque je ne peux pas généraliser, je ne connais pas la vie de tout le monde, mais en tout cas, quand je regarde mon parcours, le fait que j'ai travaillé pour une boîte qui traitait un sujet similaire a été un énorme gain de valeur pour moi, dans le niveau de confiance que j'avais sur ma capacité d'exécuter ce projet que BitStack était mais aussi d'ailleurs sur la confiance que nos investisseurs ont mis dans le projet, parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, lui il a quand même travaillé, enfin, je sais pas, vous êtes 10 ans manager d'une boîte qui fait du paiement, vous lancez une boîte dans le paiement, vous êtes crédible. Bien sûr. Tu sors d'école, tu me dis demain je vais révolutionner la logistique d'import-export par container en bateau. Si tu n'as jamais travaillé dans le secteur, bon, je veux te dire, waouh, t'es chaud quoi. et en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va dire, bah, vas-y, fais tes preuves et reviens me voir. Et en fait, c'est très compliqué du coup de se lancer, souvent. Donc en fait, le conseil que j'ai aux gens, c'est
c'est lancez-vous, mais pas forcément d'entreprendre dès le début. C'est-à-dire lancez-vous dans un domaine qui vous plaît. Genre, je sais pas, par exemple, vous me dites, quelqu'un qui me dirait, tiens, je veux lancer une boîte, mais j'ai pas trop d'idées, mais je sais pas, j'aime bien l'immobilier. Ben, rejoins une startup qui est dans l'immobilier, qui fait des trucs innovants dans l'immobilier. Tu vas passer 3 ans là-bas et le fait d'être immergé dans le sujet, tu vas apprendre, enfin, tu vois, tu vas commencer à visualiser des choses et tu vas dire, ah tiens, là, il y a un truc, il y a une problématique qui n'est pas répondue. En plus, je viens de voir, parce que j'ai bossé avec des différentes équipes et le Mhm. CEO sur comment monter une boîte. En fait, monter une boîte, c'est pas si compliqué que ça. Je commence à voir comment ça se passe. J'ai identifié cette problématique. Maintenant, c'est le bon moment et en plus, j'ai mis un peu d'argent de côté. Ouais. Tu vois, ça te permet de rassembler Ouais. ces étoiles dont je parlais un petit peu au début, qui était mon cas. Après, des gens qui drop out de l'université pour lancer un truc, en fait, il faut se rendre compte que ça a été c'est très à la Hollywood. En fait, ça a été un peu mis en lumière. C'est un peu la success story. Tout le monde, c'est un peu le truc Un peu héroïque. Tout le monde l'American aimerait Dream, être ouais. Mark Zuckerberg, tu vois. Ouais. Ouais. Mais la plupart des entrepreneurs, c'est plutôt des mecs de 50 ans qui ont fait 40 ans de carrière et qui s'est dit, tiens, maintenant, je vais me lancer, je vais monter une petite entreprise, une petite ou moyenne entreprise. Et ça, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. C'est pas le mec de 20 ans qui sort de Stanford et qui monte le prochain Snapchat et qui fait des milliards. Ouais. Donc, pas pour dire que c'est pas possible, mais juste c'est les outliers. Ça, c'est les Ouais. exceptions à la règle. Ok. Donc, en fait, lancez-vous dans des sujets, peu importe des sujets qui vous intéressent. Au pire, lancez-vous dans un. Ça vous intéresse pas, changez de boîte. Faites ça quelques années et à un moment donné, vous allez sentir déjà que vous êtes beaucoup plus à l'aise et vous allez sentir que c'est le bon moment. Donc ça, c'est mon conseil en fait. Ok. Ah, super conseil en tout cas, super conseil. Si tu pouvais poser une question à un entrepreneur de ton choix, qui serait-il et quelle question tu aimerais lui poser? C'est une bonne question. Est-ce que dans entrepreneur, on parle aussi des... Enfin, ils sont toujours entrepreneurs, mais est-ce qu'on parle de dirigeants de grosses sociétés Ouais, qui ouais, sont... no ça peut limit. vraiment être n'importe qui, hein. Ouais, vraiment. Et peut-être un jour, ça se trouve, il écoutera notre podcast et ouais, Il voudra peut-être me ce poser sera une lui question. qui te contactera. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une bonne question. Évidemment, il y a les choses qui viennent en tête. Je partage un peu mes pensées là. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est bateau de parler des gros dirigeants de la tech. Tu vois, des Tim Cook ou même des Steve Jobs quand il était vivant. Je pense que ça peut être intéressant de lui poser 2-3 questions. Mhm. Ouais. Des Elon Musk et autres. Mais bon, je trouve que c'est un peu trop bateau. Alors, je vais un peu détourner le truc. Désolé, je vais pas trop répondre à votre question, mais je vais raconter une petite anecdote. Parce que, in fine, j'ai posé une question. Enfin, on a eu la chance via Y Combinator de rencontrer les cofondateurs de Airbnb. Wow. Et les cofondateurs Airbnb ont parlé pas de la jeunesse enfin ils ont parlé de la jeunesse de Airbnb donc en 2008 quand ça a démarré si je dis pas de bêtises et quand ils ont fait Y Combinator justement et toute cette histoire là et après c'est devenu une boîte qui a très rapidement fait des milliards juste en 2020 c'est une boîte qui faisait plusieurs dizaines de milliards de chiffre d'affaires et il se passe quoi? Il se passe le Covid et donc, bon, je fais le lien avec votre question parce que c'est des questions qu'on leur posait, mais ils ont parlé de justement l'impact que le Covid a eu et je trouvais de savoir qu'il y a une boîte qui paraissait aussi établie que Airbnb euh, et qui se fait impacter par le Covid. Alors, je peux pas donner tous les chiffres et tout ça parce que ça reste confidentiel, Bien sûr. mais en gros, ils ont été au bord de l'échec aussi, alors que enfin, on n'aurait pas pu imaginer que Airbnb tombe, mais quand tu as des événements un peu cataclysmes, j'arriverai pas à dire le mot, mais des événements un peu catastrophiques comme le Covid, en fait, je trouvais ça hyper intéressant de voir comment ils ont retourné la situation et comment il y a eu cet aspect gestion de crise en interne. Ouais. Et du coup, je pense à ça en termes de toutes les questions qu'on peut poser du coup, à Brian, qui est le CEO de Airbnb. Et bon, il nous a donné quelques éléments de réponse et je trouvais ça hyper intéressant. Donc, pourquoi pas lui pour donner une réponse peut-être différente des autres. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un entrepreneur ou des entrepreneurs que tu souhaiterais voir participer à ce podcast, au podcast La Voix de l'entrepreneur? Ouais, des entrepreneurs. Alors, des entrepreneurs qui sont en plein dans leur parcours, j'imagine, enfin qui démarrent ou qui sont en plein dans leur parcours. C'est intéressant d'avoir leur retour d'expérience. Euh, Est-ce que c'est une façon pour vous d'avoir des idées sur qui, qui inviter prochainement? C'est ça, hein? C'est peut-être. Ouais. À qui je pense
Bah, en France, il y a quand même quelques belles boîtes, hein, on en Ouais. a moins qu'aux US, mais il y a quelques beaux entrepreneurs et quelques belles boîtes. Donc, et puis bon, vu que le podcast c'est en français, Hmm. qui c'est que vous pourriez inviter précisément ta, 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 N'importe quelle ah, industrie, n'importe quel secteur. ouais, bah après, ce que je dois dire, enfin, il y en a plein, si je les cite, les gens qui nous écoutent ne connaîtront pas parce qu'ils démarrent, enfin, c'est encore des petites boîtes en rétro, enfin, c'est pas le grand public qui connaît, mais alors, bah, on peut peut-être parler, ça sera lié du coup à notre activité, Éric Larchevêque, qui était un des cofondateurs de Ledger, que du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui échanger, et il s'avère que c'est une personne très sympathique en plus. Il a Donc l'air c'est en à la tout cas, fois, hein, sur qui va être mon euh, associé, il a l'air d'être plutôt voilà. sympathique. Et en plus, et c'est pour ça que je pense à lui parce que, il est quand même très connu, c'est un peu une tête d'affiche parce que les gens le connaissent via, enfin, le grand public le connaît Ouais, via Qui veut devenir mon associé. Bon, il a quand même monté une boîte qui est Ledger, qui est une Ledger, licorne ouais. française, qui est le leader du marché sur la sécurisation d'actifs numériques. Et il est très sympa. Et c'est un sujet qui est un peu lié à celui dont on parle aujourd'hui. Donc, ouais, pourquoi pas Éric Larchevêque. Eh ben, trop Ah, bien. super, Bah, bah Eric, si tu nous écoutes, ouais, on on est là, sera on ravis. bouge pas. Nous. On sera ravis. Alexandre, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. On, Bah, merci à on vous. souhaite évidemment plein de bonheur à Bitstack et au Bitcoin. Voilà. On vous met évidemment tous les liens dans la description, le lien du podcast, de l'application. Et n'oubliez pas le code promo LVDLE, il y a une surprise qui vous attend. Donc allez-y, foncez. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. On a Un beaucoup plaisir appris. partagé. Eh ben, écoute, on a beaucoup appris grâce à toi et on espère que ça a été aussi enrichissant pour nous que pour nos auditeurs. Tu as un petit mot de la fin, peut-être? Non, bah merci, merci à vous deux pour l'invitation. Continuez aussi vous comme ça, parce que les podcasts, bah, comme du coup on en a parlé, nous on kiffe ça et du coup je pense que c'est une super initiative. Surtout quand les entrepreneurs viennent partager un peu leur expérience. Et je laisserai peut-être sur une idée, c'est toujours un ressenti que moi j'ai eu. Aussi pourquoi pas parfois essayer de parler des échecs. C'est Ouais, souvent pas très. Enfin, je sais que dans la mentalité française, c'est un truc que j'ai beaucoup vu aux US, mais on parle pas souvent des échecs. Du coup, peut-être un petit mot, mais tu vois, j'ai pas eu l'occasion et on n'est peut-être pas à un stade où on peut les partager, mais il y a plein d'échecs sur le chemin. ouais, Bah, Il c'est faut un- c'est pas que les sûr, gens. c'est Tu sais, sûr ça. c'est peut-être ça mon dernier mot de la fin, c'est pas tout rose. bien Et sûr. surtout quand tu vois, je viens dans des podcasts ou à la télé, on parle que du positif, évidemment, et Bitstack, ça paraît incroyable, ça avance très vite, etc. Mais en fait, il y a plein de challenges sur le chemin, c'est très difficile, il y a plein d'échecs, il y a plein de sacrifices. Et donc, à garder en tête, et potentiellement des sujets Carrément, sur lesquels développer qui pourraient intéresser les gens qui nous écoutent. Bah, carrément. merci pour tout Alexandre, merci pour tout, Ouais, à très vite. Merci merci, à vous deux. merci beaucoup Alexandre. Voilà, allez foncer télécharger Bitstack, chers auditeurs, c'est hyper intuitif, facile à utiliser. Et puis voilà, vous l'avez vu, c'est géré par des pros qui s'y connaissent mieux que personne. Voilà, on vous met le lien en description. Merci, chers auditeurs, d'être au rendez-vous. Et puis, on se donne rendez-vous sur les réseaux, voilà, LinkedIn, Instagram, sur les plateformes de streaming aussi. On est un peu de partout, voilà, la voix de l'entrepreneur. Et puis, on se retrouve très vite, comme d'habitude, pour un tout nouvel épisode, un tout nouvel invité. Et puis, plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. À très vite. Salut!